ça ressemble typiquement au genre d'idée qui marche. Exactement. J'ai l'impression que le mec, il vient de regarder Social Network, il a dit, oh là là, on va faire une application. Après, on dit ça, mais tu vois, ça a marché 1,2 million de CA en novembre. Il dit, il a fait x50 en un an. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait que cette app cartonne autant, c'est un peu contre-intuitif pour moi, tu vois. C'est là que je me dis, ah ok, c'est vraiment intéressant. Dans cet épisode, Paul a mis la main sur les résultats financiers de Thibaut InShape et va nous révéler tous les secrets que personne ne connaît. L'histoire d'un copywriter qui a pris 10 ans de prison. L'histoire d'un gars qui génère 10 millions par an en organisant des dîners pour des gens qui ne se connaissent pas. Comment générer 10 000 euros par jour avec le chocolat de Dubaï. Et finalement, 2 conseils de productivité qui vont choquer votre grand-mère. C'est le titre que j'ai écrit parce que je ne comprends pas les conseils que tu as notés dans le document. Mais tu es une des rares personnes qui, quand tu donnes des conseils de productivité, tu dis personne ne les a jamais entendus, effectivement, personne ne les a jamais entendus. Donc mes attentes sont très élevées pour la fin de l'épisode. On verra. Ok, commençons par Thibaut InShape. D'accord, d'abord, j'ai pas trouvé le truc, c'est pas un truc secret. Hein. Littéralement, tu tapes Thibaut InShape entreprise, t'arrives sur le truc, quoi. Donc Ouais, c'est t'es sur. en train de péter mon intro avec. Ouais, j'ai pas, il y a plus de travail d'investigation. Mais du coup, c'est. Mais c'est comme ces youtubeurs qui avaient fait une investigation en cherchant ton produit sur AliExpress, tu vois. C'est ça. Vraiment, Vraiment, ils ont creusé très loin. Ils ont loin. découvert que tu avais une société à Hong Kong, mec. C'est ça. Choquant. Qui a été écrit sur notre site. Mais, donc là, il n'y a pas d'investigation. D'ailleurs, c'est un des rares youtubeurs, et je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas, parce qu'en fait, tu peux demander à ce que ces infos-là soient confidentielles. Lui, il ne l'a pas fait. Il faut payer pour ça ? Je crois pas. Ou si tu payes, c'est pas très cher. Mais du coup, d'ailleurs, ils l'ont créé il y a 2-3 ans, parce que justement, avant, il y avait société.com. Maintenant, il y a beaucoup Papers qui ressort beaucoup. Ouais. Qui justement prennent toute sa data et ensuite d'ailleurs tu peux avoir accès à des API, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que dès que tu as une société en France, en fait, par défaut, le compte de résultat est public. Ça dépend. Et c'est là qu'il y a c'est intéressant. Par exemple, Thibaut InShape, il n'y a pas le compte de résultat, il y a seulement le bilan. Ok. Donc ça dépend des entreprises, c'est assez flou. Pareil, si tu as une toute petite entreprise, généralement tu as un truc un peu plus protégé. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Okay. Mais en tout cas, pour lui, il y a son bilan. Et donc là, il y a les chiffres où il a fait en résultat net environ 700 000 euros en 2021, 650 000 euros, on va dire, en 2022, 700 000 euros en 2023 et quasiment 900 000 euros en 2024. Donc des chiffres assez stables et des bons résultats. Il est aussi un des rares youtubeurs, parce que de temps en temps je regarde, avoir une situation assez simple. Donc il a sa boîte qui a vraiment toutes ses activités, j'ai l'impression. Donc son app, ses équipements sportifs, je crois, ils vendent la Whey, sa chaîne YouTube, son sponsoring, son ads, tout dans une boîte, plus une SCI où il investit du coup en immobilier. Mais donc il n'a pas créé un truc trop complexe. Alors comment ça fonctionne ? Et quelle boîte détient l'autre dans les deux ? Non, je pense qu'il détient les deux séparément. Okay. C'est assez simple. Mais du coup, quand il génère de l'argent avec son business, il le fait remonter en perso et après il le réinjecte dans la société j'ai l'impression, et pareil, je ne m'y connais pas assez pour savoir que ça fonctionne correctement. Et du coup, mais justement, il tire des dividendes et j'ai l'impression ensuite qu'il les remet du coup dans la SCI. Et je pense qu'il doit avoir des moyens légaux, hein, forcément des moyens légaux, de diminuer un peu les impôts par rapport à ça, parce que sinon, ça me paraît totalement inefficace de tirer en perso pour remettre dans l'entreprise pour peut-être retirer en perso. Quoi. Donc je pense qu'il y a des trucs autour de ça. Ouais. Ok, je pensais que d'habitude il y avait une holding qui détenait la boîte et du coup tu fais remonter sur la holding qui elle investit. Ça, c'est souvent le cas. Ouais. Là, on est un peu en dehors on est sur le montage un peu en dehors de notre expertise. C'est ça. Question, est-ce que tu as un sens de quelles sont les parties de son business qui génèrent le plus d'argent ? Non, parce que du coup on n'a pas le compte résultat, donc on ne peut pas vraiment savoir. Tu peux te douter, par exemple, tu vois combien il doit encaisser en sponsoring, donc tu peux voir d'année en année, donc tu peux te douter après, en fait, les receivables, comment dire, les avoirs, je pense en français. Donc tu peux te douter un peu, mais c'est pas très clair. Pareil, tu vois qu'il a seulement 200 000 $ de marchandises qui correspondent du coup, je pense, à ce qu'il vend, les t-shirts, la Whey. Donc tu peux te douter. Après, c'est quoi le chiffre d'affaires sur 200 000 euros d'inventaire, tu vois. Donc tu peux un peu te douter, mais t'as pas moyen de savoir actuellement. Je suis pas remonté, j'aurais pu remonter un peu dans les bilans précédents pour voir si tu as les comptes résultats, mais en tout cas sur 2024-2023, t'as pas le détail à ce niveau-là. Et tu dis que c'est inhabituel pour un YouTuber d'avoir un setup aussi simple ? Ouais, généralement, ils ont sur 8 boîtes, ils sont au sein de pods de production à plusieurs, ça un bordel. Encore une fois, souvent aussi, l'information est cachée tout simplement, donc tu ne le vois pas. Donc lui, c'est un des rares où c'est aussi clean et aussi clair, et que c'est facile à trouver. Et encore une fois, c'est assez surprenant de sa part de ne pas avoir divisé ses activités, tu vois. Encore une fois, tu peux constater que le sponsoring, la partie média, c'est différent de la partie marchandise, qui est différente de... il a quoi comme autre activité ? Son app, ouais. Et quel serait l'intérêt pour toi de le séparer ? C'est plus clean, en fait, c'est plus simple. Normalement aussi, quand tu crées une entreprise, c'est censé te dire, elle sert à quoi ? Après, dans les faits, je pense que c'est assez lax. Mais un truc intéressant, c'est que du coup,
En fait, son argent, c'est très simple. Les bénéfices qu'il tire à cette boîte, elles partent dans deux choses. Une, c'est il se paye des dividendes. Et l'autre aussi, c'est qu'il a du coup acheté un terrain. Il a fait construire sa gym, peut-être une maison, je sais pas. Et aussi, il a installé beaucoup d'équipements sportifs. Donc, du coup, ça a pris quand même 2 millions d'euros en assets. Un autre truc aussi intéressant, c'est que l'année dernière, alors ça a baissé. L'année dernière, il dépensait 3 000 euros par an en télésurveillance. C'est quoi, télésurveillance? Je pense que c'est des caméras. Ok. Des caméras et je pense un service de sécurité privé, plus ou moins. Maintenant, c'est 1 600 euros. T'as pas grand-chose pour 3 000 euros par an, quand même. Non, mais je pense, en fait, tu as quelqu'un qui vient. Si jamais, en fait, c'est un abonnement. Ouais. Et si jamais tu as un problème, quelqu'un vient, parce que c'est un abonnement. Donc, c'est pas le coût des caméras, je pense. Mais si tu as quelqu'un qui vient à 3h du matin, je pense que tu as un vigile ou je sais pas quoi qui vient voir ce qui se passe. Quoi. Ouais. J'imagine que ça fonctionne comme ça. Et du coup, je me suis un peu intéressé à ça. Et j'ai découvert l'histoire de Inoxtag, où c'est la 3e fois qu'il se fait cambrioler, genre en 2 ans. Et là, d'ailleurs, ils ont cambriolé l'ancienne maison de ses parents. Et donc, ils ont donné avec un flingue quand même. Et donc, ils sont tombés sur les locataires qui ne sont pas du tout ses parents, des gens random. Et donc, je pense que c'est un plus gros problème qu'on pense et que la plupart des youtubeurs ont intérêt à pas le dire parce que si tu le dis, peut-être que ça en inspirera d'autres. Et en plus, Inoxtag, c'est bizarre d'aller cambrioler. Parce que je suis frappé. Il y a quoi chez lui, toi? Il a peut-être un PC un peu vénère, mais à part ça. Super fan et tu vas. Toi, je pense qu'il a pas de. Il a pas de montre. Ses chaussettes. Il a pas de montre de luxe. Il a pas de. Donc c'est un peu étonnant. Donc je sais pas si c'est juste pour l'attention. J'en sais rien. Mais du coup, je pense que ça va se produire de plus en plus. J'ai une employée qui est en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, c'est assez commun que tu as un système de surveillance, justement, avec une milice privée qui se pointe si jamais il se passe quelque chose. Et je me demande à quel point ça va devenir un truc. Et à quel point c'est déjà un gros business si on n'est pas trop au courant, parce qu'on n'a pas trop besoin, on n'a jamais fait ça. Mais je me demande que c'est un vrai truc, parce qu'encore une fois, 3 000 euros par an de télésurveillance, il doit quand même avoir un service derrière. Et je me demande quel est ce service. Un autre truc aussi qui ne ressort pas dans le bilan, et même dans le résultat d'ailleurs, c'est le fait qu'il se paye un salaire à lui-même, forcément, au sein de sa boîte, et qu'il y a aussi 4 personnes de sa famille qui travaillent dans la boîte. Donc pareil, en théorie, il fait ses 900 000 euros environ de profit en 2024. Mais c'est possible qu'aussi il paye 200-300 000 euros de salaire, même peut-être plus là-dedans, quand tu payes ta famille, tu vois, d'une certaine façon, c'est un peu à toi aussi. Enfin, ça revient un peu au même. Aussi, pareil, j'ai pas réussi à voir à qui appartient la boîte, mais j'ai l'impression que c'est quasiment entièrement à lui. Donc, il n'a pas fait rentrer papa et maman. Papa et maman travaillent pour lui, mais ils sont pas actionnaires. Pas beaucoup, j'ai l'impression. Donc, la hiérarchie est claire. Mais ça, c'est intéressant aussi. C'est probablement pour ça qu'il a qu'une seule boîte. Parce qu'à partir du moment où tu as besoin de faire des parts, forcément, il faut séparer les activités. Si de toute manière, tout est à toi, tu te dis, concerne d'avoir 3 trucs qui sont 100% à moi. Mais ça doit être un délire, c'est aussi discuter un peu de comment augmenter tes parents. Il y a un truc, performance review. C'est quand même parce qu'il y a du coup, je crois, sa cousine qui travaille avec lui, mais je sais pas du coup si c'est la même boîte, je suis pas trop au courant. Sa femme d'ailleurs, peut-être. Sa mère, son père et une de ses sœurs, je crois. Donc il y a beaucoup de gens de l'équipe, de la famille Thibault qui travaillent là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, du coup, il a fait 900 000 euros de bénéfices et il a retiré 900 000 euros de dividendes. Donc, un gros retrait. Et de ce que j'ai pu comprendre, en gros, sur 900 000 euros de bénéfices, parce qu'il y a aussi de l'argent qui s'était accumulé, il a quand même la trésorerie. Ouais. Mais en gros, si tu as 900 000 euros de bénéfices, in fine, après tous les impôts sur le bénéfice de la société et impôts perso, tu finis environ avec 330 000 euros, avec 670 000 euros sur 900 000. Donc, il y a. Non, 570 000 euros. T'as mis 37,5 d'impôts. Ouais. J'aurais pensé que c'était plus. Non, apparemment, parce qu'en fait, t'as quand même un moyen justement pour que ça s'additionne pas. Toi, je sais pas si c'est combien d'impôts société plus impôts perso. Les gars, on parle d'un truc, on n'est pas trop courant. Mais je pense que tu le compactes un peu quand même. Ouais. Et donc, au final, ça semblerait être 35,5 l'un dans l'autre. Et t'as les amortissements quand les montants sont plus faibles, t'as quelques trucs en plus. Donc, c'est énorme quand même. Tu payes 330 000 euros d'impôts, tu le sens passer. Mais c'est peut-être moins que ce que je pensais. Moi, j'avais toujours idée que ce serait au final plus de 50%. 50%. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton takeaway sur Thibault InShape? Est-ce que c'est beaucoup? C'est parce que c'est à nous de juger si les gens méritent leur argent. Tu vois. C'est vraiment, on est la valeur fiable là-dessus. Forcément, c'est beaucoup. 900 000 euros de bénéfices, 900 000 de c'est énorme sur l'année. Mais quand même, quand tu regardes le truc, le mec, il est youtubeur numéro 1. Il fait ça depuis 10 ans non-stop. Il s'est renouvelé plein de fois. Il était parti au départ sur le fitness. Il a fait ensuite des trucs beaucoup sur les métiers et les personnes. Après, il s'est balancé à fond dans les shorts où il a carburé là-dessus. Et en fait, la question, c'est beaucoup aussi, même pour lui, en tant que sa propre perception, je pense que ça dépend si la célébrité, c'est un négatif ou pas. Parce que pour le coup, je pense que le ratio célébrité comparé à ce qu'il gagne n'est pas incroyable. Parce qu'il est vraiment une personne des plus reconnaissables de France. Et c'est pas la personne qui gagne plus de France, simple encore. Et du coup, dans un podcast, il mentionnait qu'il pensait peut-être, une fois qu'il aurait des enfants,
aller vivre à l'étranger pour être tranquille de ce point de vue-là. Et aussi, un autre aspect, quand j'ai pensé, c'est dur de trouver quelqu'un qui a impacté plus de personnes positivement françaises que Thibaut InShape, tu vois. Au final, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos sur le sport. Il présente beaucoup des gens en situation de handicap, des gens différents. Il présente des métiers. Il a fait ça, il a touché des millions de personnes comme ça. Est-ce que tu as quelqu'un en tête qui a été plus impactant de façon positive Norman fait des auprès du peuple français? Ah, c'était pas ça a table, mal putain. fini pour lui, quoi. Ça a fini pour lui. Et lui, c'était purement divertissement, tu vois. Ouais. Je sais pas s'il y a des belles valeurs derrière. Ok. Tu vois, c'est ça. En fait, Thibaut Moi, InShape, c'est j'ai des belles jamais valeurs. trop regardé Thibaut InShape. Moi non plus. J'ai l'impression d'avoir pas été dans la bonne génération. Moi non plus, mais à chaque fois que je regarde, là, il a fait une vidéo que je lui c'est un truc cool, tu vois. Ok. Mais c'est pas. Mais effectivement, on n'est plus trop l'audience. Mais je pense de façon générale, c'est quand même été un truc positif pour le YouTube français. Et donc pour moi, après, il mérite. On donne une réponse directe. Et pour toi, est-ce qu'il mérite? Après, moi, c'est même pas une question de mérite. Je pensais que c'était. Non, mais c'est bien. Mais mais après, c'est sûr. Enfin, le mec. C'est beaucoup de boulot en fait d'être youtubeur comme ça. C'est énormément de travail. Tu vois, et beaucoup repose sur lui. Et finalement, le mec, c'est un peu. C'est un peu une star, quoi, ou un footballeur. C'est un gars qui a un talent et tout repose sur son talent. Donc forcément, ce talent, il va être payé cher, tu vois. Sur le truc de séparer les boîtes ou pas, est-ce que tu vois qui est Ludwig? Ça me dit quelque chose. Un YouTuber streamer, aussi. streamer Ok. américain. Ludwig, il avait fait un peu la même théorie que moi, c'est-à-dire, ok, j'ai mon truc, je fais mes vidéos, mon streaming, etc., je gagne de l'argent, mais dans le futur, je sais pas combien de temps je compte bien faire de vidéos, donc je vais monter une boîte annexe. La boîte annexe, il avait monté, ça s'appelle Off-Brand. C'est une société de production pour faire des événements en direct. Donc en gros, tu es un streamer, et lui, il va organiser un combat de chess boxing, un truc comme ça, tu vois. Un peu dans l'idée, tu vois, de Squeezie fait avec la course de voiture, je ne sais pas plus, c'est la Formule MotoGP, 2. un truc comme ça. Ouais, truc comme ça. Bref, tu vois, tu veux organiser un gros événement, tu es streamer, tu peux voir sa boîte, tu es de marque, tu veux organiser un gros événement, tu peux aller venir le voir. Et du coup, ils ont fait cette boîte-là. Et récemment, il a annoncé qu'il est en train de fermer la boîte parce qu'il s'est aperçu que beaucoup d'argent que lui gagnait sur sa boîte était détourné en fait pour payer son studio. Et il dit, sur les dernières années, il y a 3 millions de dollars de sponsorship qui étaient les siens, qui avaient été utilisés pour payer les factures en fait de ce truc. Et il s'en est pas aperçu de Off-Brand, de sa société de production. Mais c'est ses propres studios. Ouais. Ok. Et comme il n'avait pas séparé les deux, les mecs disaient bon bah globalement aussi on est vachement rentable, regardez on fait plein d'argent. En fait il y avait lui qui faisait son truc tout seul, qui gagnait plein d'argent, et eux qui perdaient de la thune et ils s'en rendaient pas compte. Et donc il a dit ok on a fermé le truc, ce qui est assez choquant. Et donc du coup le takeaway que pas mal de gens avaient, c'est Ludwig est tellement riche qu'il s'est même pas aperçu qu'il lui manquait 3 millions de dollars quoi, entre les deux. Et globalement il y a un autre gars qui après pour revenir un petit peu tu vois, sur les finances des streamers, des youtubeurs. Penguin Z0, tu connais? Là, je connais. Ouais. Les cheveux longs. Ouais, il a partagé récemment combien ça faisait. Et c'est hallucinant, quoi. Le mec, il est à genre 1 million par mois. Parce qu'il fait que de l'AdSense, lui. Il fait que du stream. Donc, il a laissé sponsor sur Twitch. Et après, il a ses vidéos. Mais en gros, il fait 200 millions de vues par mois. Tu vois. Et certains de ses streams ont un CPM de 15 € parce qu'ils sont longs. Tu vois. Et les gens regardent une vidéo de 3 heures à faire 15 € et tout. Il monte une vidéo où il joue à un jeu vidéo pendant 4 heures. Ce truc-là, en one shot, ça fait genre 84 000 $. C'est absurde. C'est absurde. Et lui, pour le coup, son bilan, je te le fais. c'est juste 84 000, zéro. Il n'y a aucun coût, quoi. Il n'y a rien du tout. Le mec, Parce il est là dans sa que chambre beaucoup à de faire du Thibaut InShape, en stream. plus, il fait beaucoup de trucs. Il a l'app, il fait les trucs de. Thibaut InShape, il a quand même des coûts, tu vois. Certaines Ouais. de ses vidéos, tu te dis, bon, il y a plus... Le coût, c'est plus qu'une webcam et un micro. Voilà, ce mec-là, c'est incroyable. Et le volume de vues que ces gars-là peuvent faire. Et par c'est assez intéressant. En gros, son truc, c'était de dire... Avant, il y avait des contrats en fait. Donc, tu allais sur Twitch parce que Twitch te faisait un contrat de port où tu t'étais payé 2 millions par an pour streamer chez Twitch, mais c'était exclusif. Et après, YouTube a fait OK, on va aller battre Twitch, on va faire des contrats exclusifs YouTube. Et pareil, Ludwig avait un gros contrat YouTube à plusieurs millions par an, etc. Ils se sont aperçus que tous ces contrats, en fait, c'était pas du tout rentable. Et Twitch et YouTube ont arrêté de les faire. Le seul qui les fait maintenant, c'est Kick. Kick qui est adossé à une plateforme de gambling, de paris en ligne. Donc, c'est les seuls qui font encore des contrats parce que sinon, personne ne va aller chez Kick. Mais en gros, ce que te dit Penguin, c'est OK, en fait, du coup, ça n'a aucun sens d'être sur Twitch ou sur YouTube. Tu vas multi-stream sur les deux. Et l'intérêt, c'est que quand tu streams sur YouTube, tu vas quasiment faire zéro parce que les gens ne s'abonnent pas trop de manière payante. Ils n'ont pas trop cette culture de payer pendant que la personne est en live. Par contre, sur Twitch, les gens vont pas mal payer. Mais quand tu payes, tu as un bénéfice ou en fait, ils vont être mis en avant. Par exemple, si tu veux interagir, tu payes un peu plus et donc ça va popper sur l'interface du mec. Il va pouvoir dire « Oh, merci Jean-Marc, merci Paul pour le sub. » Ou alors, si tu payes plus, tu peux lui poser une question, etc. Donc, il y a des bénéfices. Il y a aussi un truc de communauté. Puis après, il y a juste le truc d'être abonné. Et il y a un truc bizarre sur Twitch où en fait, tu peux t'abonner
Normalement, ça coûte 5 $, mais si tu es abonné à Prime, tu peux t'abonner gratuitement à une personne. Il y a un truc bizarre. Donc, en fait, essentiellement, tous les gens qui ont Prime, ils peuvent s'abonner gratuitement et donner de l'argent gratuitement à un streamer. Donc, il dit, OK, sur Twitch, je vais être en live pendant une demi-journée. Je vais faire 3 à 5 000 $, tu vois. Ce qui en soi est pas mal, tu vois, pour une journée juste sur le truc. Mais il dit, une fois que le truc est fini sur Twitch, la vidéo, elle va être disponible à la demande, mais ça va faire zéro, littéralement zéro. Il dit, je sais même pas s'il y a des pubs dessus, mais en tout cas, je vois rien. Par contre, cette même vidéo va aller sur YouTube. Et en fait, comme c'est une longue vidéo, genre parfois de 3 ou de 4 heures, où il joue à un jeu, parfois cette vidéo va faire 1 million, 2 millions, 3 millions de vues. Et là, il va faire j'ai regardé, 17-18 $ de CPM, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que si tu fais 1 million de vues, à 18 $ de CPM, tu fais 18 000 $. Si tu fais 2 millions de vues, c'est 36, tu vois. Donc en fait, il a plein de streams qu'il a fait qui vont aller faire 10, 15, 20 000 $, tu vois. Et s'il le fait tous les jours. Donc c'est énorme. Et il a zéro coût et c'est juste un mec qui parle, il réagit à des vidéos, il lit des articles, il joue à des jeux et tout. C'est incroyable. Après, lui, c'est vraiment une anomalie, tu vois. C'est un peu, tu peux pas trop taxer là-dessus. C'est un peu le Mr Beast, un peu dans son domaine du streaming. Il a juste une audience qui est énorme. Il fait un stream tous les jours de 3-4 heures sur YouTube. Il n'y en a pas un qui fait moins de 200-250 000 vues, quoi. Enfin, c'est énorme. Toi, je regarde un jour parce que pour comprendre pourquoi les gens sont aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il est si bon En fait, je sais pas, je pense qu'il y a une partie des gens qui sont trop dans sa vibe et qui kiffent ce qu'il raconte. Et c'est drôle parce que pour tous les autres gens sur YouTube, il est connu comme un peu le mec qui a toujours le même titre et qui réagit un peu à la dernière controverse, au dernier influenceur, un peu cringe, etc. C'est comme ça que je connaissais, ouais. Du contenu un peu... mais je pense que c'est vraiment la culture stream où en fait les gens ont envie de passer du temps avec lui. Et ouais, c'était intéressant de voir en fait le CPM qu'il avait là-dessus en fait. Et comme il a un watch time qui est énorme, il y a certaines vidéos qui performent très bien. Et la différence entre YouTube et Twitch. Donc ça sort de Thibaut InShape, mais dès que tu vas sur du marché anglophone, il y a une autre échelle qui se débloque, quoi. Parlons de Time Left. Donc probablement, tu as entendu parler maintenant de Time Left? Non. Eh bien, du coup, j'ai hésité à en parler. Pourquoi? J'ai mentionné une fois et j'ai pas regardé. Pourquoi? Parce que ça a été traité sur My First Million. My First Million qui, bien sûr, les gens qui ont copié le trilliard, mais en américain. Et généralement, j'essaye d'éviter de parler des mêmes sujets qu'eux. Dans ce cas-là, je me suis dit que je vais me permettre de le faire pour deux raisons. D'abord, le mec qui a créé cette boîte dont on va parler, Time Left, est français. Et ensuite, il a écrit tout un article sur son Substack en français. Donc, on a des infos qui n'étaient pas disponibles pour les Américains. Donc, tout part... Enfin, la news part d'un post que lui, il a écrit sur LinkedIn. On l'explique. Donc son application Time Left, je vais expliquer juste après ce que ça fait. Il a fallu 3 ans et 4 pivots à Time Left pour gagner littéralement notre premier euro, mais en seulement 7 mois supplémentaires pour atteindre 1 million d'ARR et seulement 7 mois de plus pour atteindre 10 millions d'ARR. Donc l'ARR, c'est le revenu annuel récurrent. On est en route pour viser les 25 millions en 2025. Donc là, c'est un truc qui fait 10 millions. Et en fait, il y a 2 ans, les mecs, ils étaient en échec total, quoi. Donc l'idée est super simple. C'est une application et chaque mercredi, on va te mettre dans un groupe de 6 personnes que tu connais pas et vous allez aller dîner dans un restaurant qui a été sélectionné pour toi. Donc tu vas rencontrer des gens. Ça ressemble typiquement au genre d'idée qui marche. Exactement. C'est un truc, ouais, c'est un génie. En fait, ça aurait jamais fonctionné. Ça ressemble typiquement au genre d'idée. Tu dis, ok mec, c'est super. Ou c'est le genre d'idée qu'on a eu. Après avoir regardé Social Network. J'ai étudié entrepreneurship à l'université. Il fallait trouver un business plan. Et je pense qu'on a une idée un peu comme ça qui est sortie. Ouais. Exactement. J'ai l'impression que le mec, il vient de regarder Social Network, il a dit, oh là là, on va faire une application. Ça, c'était le genre d'idée que les gens avaient. Après, on dit ça, mais tu vois, ça a marché. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, le fait que cette app cartonne autant, c'est un peu contre-intuitif pour moi. Tu vois. C'est là que je me dis, ah, ok, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, ce truc-là, ils sont actuellement à 10 millions. Donc, c'est un abonnement. L'app, pour te faire matcher, c'est payant. C'est environ 20 $ par mois. Ça dépend un petit peu, je crois que ça dépend un peu des pays, mais en gros, aux alentours de 20 $. Le calcul, c'est 18 000 participants chaque semaine. 1,2 million de CA en novembre. Il dit il a fait x50 en un an. Et en gros, un truc qui marche super bien sur la presse, en fait. Ça a commencé avec une idée qui était encore plus une idée qui ne marche jamais. C'est-à-dire, il s'est dit, OK, il était en mode voyage, digital nomade, après avoir vendu une boîte précédente qui a été vendue à TF1. Il avait créé une plateforme de médias qui a été vendue à TF1. Il était en mode voyage. Et c'est le Covid, et donc lui, il est en mode, il vit sa best life au d'intro du monde, et tout le monde rage un peu sur Instagram, mec, moi j'ai pas de vie, je suis confiné et tout. Donc il dit, ok, je vais aider ces gens, tu vois, qui n'ont pas de vie, qui sont confinés et qui ne savent pas comment vivre leur rêve. Je vais créer une plateforme pour créer ta bucket list, donc tous les trucs que tu veux faire avant de mourir. Tu vois que l'application s'appelle Time Left, ce qui n'a aucun sens pour une application de dîner.
mais ça a du sens sur le temps qui te reste à vivre pour réaliser tes rêves. Donc, il fait une application pour réaliser ses rêves. Un an après, ils sont nulle part. Ils n'arrivent pas à trouver de traction avec ça. Donc, un an après, il pivote. Il va faire, OK, on va faire une application de rencontre basée sur ta bucket list et tes rêves, mais ça ne sera pas du dating, ça sera une application de rencontre pour te faire des amis et pour te créer des amis. Ils arrivent à cette époque à lever 2 millions, sachant que lui, il avait déjà eu une exit à succès auprès d'investisseurs à la fois aux US et en Europe. Il déménage aux US. OK, rêve américain, mec, Silicon Valley, on va monter. C'est 2021, il y a de l'argent partout, 0% de taux d'intérêt, etc. Mais l'application de rencontre basée sur les rêves communs ne marche pas. Il retourne un peu en Europe avec la queue entre les pattes. Déménage à Lisbonne. Donc là, il commence à dire on n'a plus trop d'argent, on va diminuer un peu le burn. On passe de Silicon Valley à Lisbonne. En tout cas, après, c'était Chiang Mai. Hein. Il était à ça près de. Il était à ça près de. C'était à Chiang Mai, quoi. Ouais. De se retrouver avec nous au Moi, paddle. j'étais pas de taille, ouais. Donc, OK, on est à Lisbonne, on va connecter les gens autour d'activités concrètes en ville. Donc, on va essayer encore une fois, on essaie de te faire que tu te fasses des amis. Le problème, c'est que il veut faire de la rencontre, mais pas du dating. Et en fait, tous se retrouvent à faire du dating parce que les mecs vont là-dedans pour essayer de rencontrer des meufs. Et donc, du coup, ils matchent les gens avec une autre personne. C'est le problème, tu sais, tous les sites pour parler en ligne, en webcam, les trucs style Omegle et autres. C'est en fait, quoi qu'il arrive, ça finit toujours pas de la même façon, en fait. Et donc, en fait, ça arrive pas. Ça termine. les gens sont au courant. On va pas se faire striker par YouTube, mais ça finit toujours. En fait, le maximum local, il est là, quoi. Ouais. Il est à cet endroit-là. Donc, lui, pareil. Donc, en fait, il y a un problème, c'est que si les mecs viennent pour rencontrer des femmes, les femmes ont l'impression d'aller sur des dates à chaque fois. Elles ont plus envie d'aller sur des dates. Et du coup, il y a plus de femmes. Du coup, les hommes sont, du coup, je vais pas aller rencontrer d'autres mecs. Pourquoi je vais rencontrer d'autres mecs? Et donc, du coup, ils viennent plus et le truc ne fonctionne pas. Et donc, il a un insight. Pourquoi pas un truc juste entre femmes? Tu pourrais trouver cette alternative-là, potentiellement. Tu pourrais, mais en gros, le truc, c'est que là, il n'arrive pas, tu vois, autour d'activités concrètes, il n'arrive pas à le faire fonctionner, la formule, tu vois, elle est trop complexe, à mon avis. Mm-hmm. C'est ça le problème. Aussi, ouais. Le problème, c'est que, tu vois, si tu fais une rencontre comparé à comme des dîners, quoi. Tu es à Chiang Mai, tu es la première personne à utiliser l'application, ton activité que tu veux faire, mec, c'est du paddle. Mm-hmm. T'as 35 personnes qui sont intéressées, ouais. Et ils sont pas sur l'app. Il n'y a pas assez de gens qui sont intéressés, il n'y a pas de masse critique. Si son truc, c'est on va faire des dîners, et je te donne même pas le choix du jour, c'est le mercredi. Tu vois, tout le monde mange le mercredi soir. Je pense que c'est ça. En fait, c'est beaucoup plus facile pour lui d'avoir une masse critique dans un endroit que d'essayer d'avoir des activités où tout le monde ne va pas faire les mêmes activités. Donc, il réalise qu'il faut éliminer les photos de son application. Parce que dès qu'il y a des photos, ça devient du dating. Donc, il dit, OK, il n'y aura plus de photos, tu ne vas pas choisir, ce sera random, on va te donner un algorithme de personnalité qui va essayer de déterminer un peu qui t'es. Mais en fait, si tu réfléchis, c'est vrai que si on te met dans un groupe, généralement, et que les gens sont à peu près dans le même mood, il n'y a pas besoin d'un algorithme ultra compliqué pour te dire, probablement, ces gens-là, je vais bien les apprécier. Il n'y a même pas d'algorithme. On dit c'est bidon. En fait, c'est forcément un algorithme parce qu'il y a plusieurs groupes par ville, tu vois. Mais l'algorithme, tu fais de façon random. Simple. Tu peux assigner de façon random. À mon avis, c'est juste ça. Mais à mon avis, c'est juste littéralement les tranches d'âge. Peut-être ça aussi. Tu vois, oui, c'est ça. Je pense que c'est des paramètres très simples. Un bon match homme-femme dans le groupe, c'est pas très très compliqué. C'est pas de l'IA très avancé. Donc, OK, il dit on peut pas faire les rencontres à deux, donc ça va être des dîners. On peut pas faire des activités parce que les gens n'arrivent pas à se coordonner sur l'activité, donc ça va être un truc de groupe. Ça va être des dîners, il n'y aura pas de photos. On va juste faire un dîner le mercredi. Donc, il arrive à la version la plus simple de son truc, mais il l'a raffiné après plein d'itérations, tu vois, qui marchaient pas. Et il arrive sur un truc, il commence à faire ça, et ça marche. Et en fait, il a une formule qui est tellement simple qu'après, c'est ultra facile à scaler parce que pour ouvrir une nouvelle ville, au départ, ils le font que à Lisbonne, mais en fait, pour ouvrir une nouvelle ville, il lui faut juste trouver un resto. Ouais. Tu vois, il faut trouver un resto. Et un groupe de 20-30 personnes pour et après, ce truc. Quoi. Non, un groupe de 5 personnes. Oui, mais il faut que les gens soient dispo. Je pense que tu prends 20-30, t'es déjà bien. Mais du coup, en un an, ils arrivent à ouvrir 300 villes. Ils traduisent l'app, etc. Ils passent de 4 à 70 personnes. Ça serait intéressant, je serais intéressé pour, si on arrive à l'avoir sur le podcast, de comprendre. Est-ce que c'est pas est-ce que si en plus si t'adresses son nomade digital, c'est pas ce qu'il a fait, mais c'est un moyen d'inséminer le truc partout, tu vois. Parce que la personne qui passe 3 mois à Lisbonne puis qui part 3 mois de chambre et dit putain, je suis sûr qu'il fait ça, toi ça peut vraiment se transmettre comme ça aussi, quoi. Parce qu'autrement, comment il faisait pour recruter les premières personnes dans chaque nouvelle ville? Je sais pas exactement, est-ce qu'il faisait du Facebook Ads? Après, à mon avis, du Facebook Ads, en fait, tu vois, c'est pas, parce qu'il faut pas beaucoup de beaucoup de gens. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la simplicité de l'idée. Le fait qu'il y a un vrai besoin ici, mais en fait, toutes les solutions que tu peux trouver, c'est des solutions qui sont trop compliquées, qui ne marchent pas et tu n'as jamais la masse critique. En fait. C'est un peu un problème d'œuf et de la poule qui est de OK, les gens sont seuls, on va créer un réseau social. Mais le truc, c'est que créer un réseau social, tu n'arrives pas à avoir la masse critique. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à avoir ce moment où ça se débloque. Lui, c'est souvent payant, il faut payer, sinon tu peux participer aussi. Ouais. Je pense que c'est pas mal, ça crée une sorte de barrière à l'entrée, de gens plus sérieux, je pense, si tu payes aussi. Ouais. Lui, il a besoin seulement, tu vois, de quelques dizaines de personnes par ville.
Versus, tu vois, pour que un réseau comme Facebook ou un truc où tu fais des meet-up, tu vois, meetup.com, pour que ça marche, il faut que tu aies des centaines de personnes dans une ville pour que ça ait du sens. Sinon, tu organises un meet-up, il y aura les 20 personnes, ils vont jamais être intéressées. Voilà. Et après, ouais, croissance ultra rapide avec, je pense, une histoire vachement feel-good. Un mec qui est très bon pour porter son histoire. Donc, il a un tatouage, tu sais, le tableau où ça représente toutes tes semaines de ta vie avec un point. Je l'ai. Voilà. D'ailleurs, Paolo Z, il vendait ce genre de tableau. Ouais. Et je lui ai acheté ça. Un tableau qui était arrivé cassé chez moi parce qu'il n'est pas survécu. Il m'a renvoyé gratuitement à son tourneur, gratuitement un second que j'ai du coup dans mon bureau, qui représente chaque semaine. Et j'ai aussi une extension Chrome qui te dit en fait ton temps de vie et notamment ton temps de vie restant. Tu vois. Donc moi, je peux aller dans ce genre de truc-là. Et donc, lui, il a ça, mais en tatouage. Okay. Donc, il a un tatouage avec le temps qu'il reste. C'est vraiment un mec qui incarne. Est-ce que du coup, il noircit son tatouage chaque année je crois que chaque année, il doit. Il y a un côté, c'est stylé. Ouais. C'est sur ses bras. Donc le tatouage est assez cool et il a tout un article où il explique les différentes itérations du tatouage, un peu comme ce que je viens d'expliquer. En fait, les différentes itérations où il avait au départ des designs qui marchaient pas trop, etc. Il est arrivé sur un truc qui fonctionne bien. Voilà, donc c'est l'histoire de Time Left qui sont après plein d'échecs, ils ont réussi à faire la formule simple qui résout un vrai besoin. Et si vous connaissez le fondateur, dites-lui. Ouais, mettez-nous en intro. Je serais très intéressé pour l'avoir dans le podcast. Parlons maintenant de l'histoire du copywriter qui a pris 10 ans de prison. Parce que c'est un métier dangereux, copywriter. Très dangereux. Toi, t'es passé entre les mailles du filet pour l'instant. Jusqu'ici, alors, et on sait jamais. Et donc c'est l'histoire de Patrice, qui en fait, et c'est assez, il y a souvent cette histoire un peu de genèse des copywriters, où en fait, il y a un moment, ils voient une pub, où ils voient leur premier texte de copywriting, et c'est un peu l'éclair, quoi. C'est un peu le truc, putain, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec des mots, qu'on pouvait vendre avec des mots, que je pouvais gagner ma vie, juste en sachant écrire, toi. Je pense que c'est un peu l'équivalent en termes de sales, pour les gens qui découvrent qu'en fait, juste en parlant, tu peux vendre des trucs, tu peux vivre, tu peux gagner ta vie. Ou les mecs qui ont investi $10 dans le stock market quand ils avaient 12 ans et maintenant ils sont devenus Warren Buffett et ils sont devenus passionnés par le capitalisme et trouver des opportunités. Et en fait, d'avoir ce truc-là vraiment où ça te déclenche, je crois que toi, tu as eu un peu ça, non, quand tu as lu notamment Gary Albert à l'époque. Ouais. Où tu te dis, c'est impressionnant, et je crois que tu t'es fait chier à le réécrire son livre, à réécrire ses lettres. Ouais, des différentes pubs en fait. Le conseil qu'il donnait à l'époque, c'était pour t'imprégner du style et du rythme des meilleures pubs, il faut prendre les meilleures lettres de vente. Et lui, littéralement, il te donne une liste de lettres à prendre et les réécrire à la main. Et je l'ai fait. Un mec, ça prend ultra longtemps. Il y en a qui sont super longues et en fait, à la main, t'écris pas vite. Hein. Ouais. Ça prend des heures à réécrire le truc. Mais après, comme c'était dit par Gary Albert, moi, il m'aurait dit ça. Je fais, OK. Et le bilan, du coup, tu penses que ça a aidé? C'est compliqué de comprendre vraiment à quel point ça rentre. À quel point ça rentre, en fait. Je pense qu'en un sens, ça te force. Parce qu'en fait, quand tu lis un truc qui fonctionne, et ça, c'est valide pour un film, pour un livre et tout, en fait, comme c'est tellement bien fait, ça te semble évident. Tu vois, tu regardes un bon film et tu dis, ouais, OK, c'était un super bon film, mais ça te semble évident. En fait. Tu comprends pas que chaque moment où la caméra est là, ça a été choisi. Tu savais pas. Et si on te demandait du coup de refaire le film, ça serait, tu te rendrais compte de le faire. Ouais. Parce que tu te rends pas compte du niveau de détail. Ok, le mec il est debout là, mais tu vois, il n'était pas debout là naturellement. Quelqu'un a décidé qu'il serait là. Quelqu'un a regardé quel était le contraste. Et quelqu'un a regardé comment fonctionnait la lumière. Et quelqu'un a regardé à quel rythme ça allait. Et quelqu'un a regardé qu'au milieu de la réplique de Paul, il fallait faire un cut pour arriver sur Stan pour voir sa réaction. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des micro décisions. Et si tu dis, ok, j'ai pris un film de Scorsese ou de Tarantino et je vais essayer de le refaire plan par plan. Et en fait, tu vas tout d'un coup te rendre compte de toutes les nuances qui viennent dans la création de ce film. Et je pense que pour le copywriting, il y a un peu le même élément. Tout d'un coup, tu te dis, ah tiens, pourquoi cette phrase, elle fonctionne comme ça? Pourquoi là, c'est aussi long? Pourquoi est-ce que là, il fait une énumération? Pourquoi est-ce que là, il me raconte cette histoire versus... Et en fait, comme tu es vachement ralenti, tu es obligé de prendre le temps. Tu es obligé de prendre le temps, en fait, et de réfléchir. Et donc, après, lui, il te dit, ok, tu le consommes de manière inconsciente. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis ça te marque aussi, c'est comme une expérience de vie, de passer des heures à réécrire des lettres, toi. C'est un truc que tu ferais pas de base. Et après, je pense que ce que tu fais, c'est que tu le fais, mais de manière beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, ok, tu prends une page et tu commences à la catégoriser. Donc, ce que tu as, c'est que tu as une espèce de boîte à outils de copywriting, de techniques que tu as en fait. Mais les techniques, tu vois, c'est genre la visualisation, la mécanisation, des trucs comme ça, l'urgence, enfin, toutes les techniques que tu peux connaître. En fait, il y a plein de manières de créer de l'urgence, il y a plein de manières de créer de la preuve sociale et tout. Donc après, quand tu vois une pub, tu commences à dire, ok, là, je vois ce qu'il fait, tac, 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 tac. Et tu vois en fait toutes les techniques qu'il utilise et tu comprends la structure. Et tu fais, ah tiens, c'est intéressant. Là, il ouvre avec une histoire versus là, il ouvre avec un hook, une phrase choc. Là, il ouvre avec un problème. Là, il ouvre avec une solution, etc. Tu vois, il y a plein de trucs. Et tu commences à les voir. Mais au départ, c'est peut-être un peu dur de pouvoir
voir de manière holistique une page. En fait. Et donc, le fait de la voir, et après, ce que tu fais, c'est OK, tu commences à décomposer les pages. Tu dis OK, je prends une page, je vais essayer de la noter, je vais prendre des screenshots, je vais dire comment cette page fonctionne, etc. Et au fil du temps, je pense au fil des années, tu le fais de manière de moins en moins explicite, donc de plus en plus rapide et de plus en plus inconsciente. Mais c'est un petit peu le travail que tu commences à faire. Et c'est comme ça en fait, que tu apprends. Mais c'est la même chose sur YouTube. Tu vois. C'est compliqué vraiment de. La manière dont tu apprends à faire des bonnes vidéos, c'est en fait en regardant beaucoup de vidéos. Et après, en te demandant, OK, cette vidéo, pourquoi elle a été bien. C'est quoi le mécanisme? Et une fois que tu as regardé la vidéo une fois, tu reviens la voir et tu dis, OK, littéralement, qu'est-ce qui se passe dans les 30 premières secondes. Et là, tu vas prendre la transcription des 30 premières secondes et tu dis, OK, qui est-ce qui a accompli dans ces 30 secondes, la manière dont il crée l'enjeu, la manière dont il commence à te donner des éléments qui sont uniques, etc. Tout ça, c'est des choix qui sont faits. Et donc, c'est comme ça que tu peux apprendre. Et même pour des vidéos, tu vois, je pense que reprendre une vidéo et reprendre le script ligne par ligne et réfléchir à pourquoi ça a été fait comme ça, ou même, tu vois, essayer de refaire une vidéo et te dire, OK, si je devais refaire cette vidéo, comment je ferais et en quoi elle est différente de ce que le mec a fait à l'origine, ça t'aide beaucoup, en fait, pour apprendre dans le détail. Voilà. Donc, ça, donc, l'histoire de Patrice a fait le même truc. Il a réécrit les lettres de Gary Albert. Il est tombé amoureux, en fait, du copywriting et donc il s'est mis à fond dedans. D'ailleurs, du coup, on a spoilé que Patrice il se prenait 10 ans de prison à la fin, donc on va voir pourquoi. Mais Gary Albert, il a aussi des problèmes. Et je me suis intéressé à pourquoi il était en prison, Gary Albert. Est-ce que tu sais ou pas? Est-ce que tu t'es intéressé à ça? Tu me diras si j'ai raison. De ce que j'ai compris, il avait monté un truc avec des associés. Je pense que c'était le fameux business des blasons. On t'envoie des blasons familiaux. Et en fait, les mecs prenaient l'argent et n'envoyaient pas. Aux États-Unis, quand tu fais un truc comme ça, où ça se passe par le courrier postal, ça s'appelle mail fraud. C'est ça. Et du coup, c'est très, très, très mal vu. C'est comme aux États-Unis, parfois, si tu fais une arnaque, mais que tu l'as fait à travers les différents États, ça devient un truc fédéral vachement plus grave. Si tu fais des virements aussi, d'un coup, tu as un wire fraud et les gens sont chopés là-dessus. Donc, d'ailleurs, il s'est fait choper pour les deux, pour mail fraud et wire fraud. Et en fait, ce qu'il dit, et je pense que c'est vrai, c'est que lui, il s'occupait juste de la partie copywriting. Il n'était pas responsable du service derrière. Et en fait, effectivement, ses associés ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Donc, du coup, ils ne livraient pas en fait, le produit. Ils ne livraient pas, tout simplement. Donc, c'est ce qui est plus. Ce qui à l'époque, en fait, était relativement facile parce que finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire, les mecs qui vont demander un remboursement par courrier postal? J'imagine qu'ils devaient en avoir pas mal, quoi. C'est ça. Mais du coup, tu aurais pu te dire, bon, l'un dans l'autre, peut-être qu'il a une part de responsabilité, Gary Albert, mais pas la plus responsabilité. Mais le problème, c'est que c'est lui qui écrivait, c'est lui qui signait en fait les courriers. Et donc, les autorités ont considéré que c'était lui qui était responsable parce que c'est lui qui faisait la promesse, en fait. Et le fait que ce soit pas lui en théorie qui était responsable. Si c'était lui qui était dirigeant de l'entreprise, tu vois, il est quand même censé. Tu peux pas dire ok, j'étais dirigeant, mais c'est pas de ma faute. Il était un associé, je sais pas combien de parts il était, mais en gros, quand même l'idée c'est toi qui as promis ça, c'est toi qui aurais dû assurer qu'il soit dirigeant de l'entreprise ou associé senior, parce que c'était quand même à l'époque, tu vois, quand même un gros poisson. Un gros poisson. On sait pas trop qui c'est. Et effectivement, il a quand même du métier, il aurait dû faire plus attention. Il a pris combien de temps? Bonne question, mais assez pas mal, je crois. Et donc, cette période en prison a donné son livre un peu connu qui s'appelle les Boron Letters, qui est les lettres qu'il a écrites depuis la prison à son fils. Il a pris seulement 10 mois. Donc, pas grand-chose comparé à notre autre gars, surprenant. Peut-être parce qu'il a pu rembourser, il faudrait creuser un peu. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais donc, notre petit Patrice, il se lance à fond dans ça, donc le mail order, direct copywriting. Et il copie un peu trop bien le modèle, quoi. Donc, le principe, en fait, c'est que tu envoies un courrier avec une promesse, soit un produit, soit un service. Les personnes te renvoient de l'argent dans le courrier. Donc, ils mettent littéralement un billet ou un chèque à l'époque. Et ensuite, tu es censé offrir le service et le produit. Il se fait déjà choper assez rapidement parce qu'en fait, il vend des suppléments pour la perte de poids. Et il se prend une amende de $375 000. Parce qu'en fait, ce qu'il vend, et à l'époque, c'était un gros problème, apparemment. C'est tous les produits de perte de poids. Et maintenant, c'est d'ailleurs très régulé. C'est pour ça que je te vois beaucoup moins de pubs autour de ça. Mais c'est des produits, des diurétiques, en fait. En fait, ça te donne juste envie de pisser, tu vois. Donc, en fait, tu pisses comme pas possible. Et le lendemain, tu as perdu du poids. Tu as perdu 1 kg et putain, ça fonctionne, c'est incroyable. Ouais. Et en fait, ça a zéro effet. En fait, il y a zéro produit qui existe vraiment pour perdre du poids. C'est pas un truc qui existe. À part Ozempic. Des produits, des suppléments, je veux dire, pardon. Et ce qui est déjà marrant dans cette histoire, c'est qu'il a quand même pas de chance. Parce qu'en fait, il envoie ses courriers, donc. Et il y a un avocat de la FTC, donc Federal Trade Commission. Donc c'est un Canadien, mais il fait ça aux États-Unis. C'est ça. Okay. Qui reçoit son courrier et qui décide de partir en croisade contre ce mec-là et qu'il prend personnellement, en fait. Okay. Et donc, il se fait choper, il se prend son amende. Et nous, il y a un cas similaire. Il n'y a pas d'arnaque de notre côté, mais une fois, on a eu une commande. On n'avait pas vu, mais en fait, il y avait les services d'impôts qui avaient commandé 300 de microphones. Okay. Donc, sur Amazon. Pour faire quoi? Pour ils ont besoin de microphones, je sais pas. Pour espionner les gens dans leur maison. Je sais pas, les 16 impôts. Et du coup, ils demandent la facture, tu vois. Et là, quand tu as les 16 impôts qui te demandent une facture, tu vérifies chaque ligne 15 fois. Tu es là, est-ce que le numéro de TVA, on a bien mis? Est-ce que ça, on a un peu paniqué? Et ça s'est bien passé au final. Okay. Ils n'ont pas posé de questions. Et donc, bon, il fait ses petites histoires, ça s'en vivotait un peu. Et en fait, il fait une rencontre assez déterminante
dans les années 90 où elle rencontre Maria Duval. Est-ce que tu sais qui c'est, Maria Duval? Absolument pas. Peu de gens sauront qui c'est dans notre génération, mais apparemment, elle était assez connue en tant que psychic voyante. Où elle aurait retrouvé des gens. Une française une française qui aurait retrouvé des gens qui avaient disparu. Elle a aussi dit qu'elle a prétendu retrouver le chien de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot a nié. Donc je pense que. Ok. Non, en fait, ce qui est assez incroyable à l'époque, c'est en fait, tu pouvais prétendre des trucs, et en fait, il n'y avait aucun moyen de retour immédiat, tu vois. Toi, à moins que tu sois vraiment dans la presse people ou dans les gros trucs, en fait, tu pouvais te dire ça, et Brigitte Bardot, à moins qu'elle fasse un communiqué de presse disant non, mais du coup, tu dois être de la pub, toi, t'as pas de réseaux sociaux, donc t'as pas de. Qui va trouver le communiqué de presse de Brigitte Bardot, tu vois. C'est ça. Mais donc, c'était une sorte de voyante. Et apparemment, on l'a voit. Elle-même, elle était déjà. Donc lui, il fait un truc shady sur quelqu'un qui fait déjà un truc shady, quoi. Bah, en fait, il la rencontre et du coup, il passe une sorte d'accord informel de licensing de son nom, en sachant qu'il n'y a aucun accord sur papier. Donc, ça a été un des gros problèmes. Et apparemment, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il lui aurait donné 5% des revenus, ce qui est énorme, toi. 5% des revenus potentiellement. Et donc, il commence cette activité du coup, de vente par correspondance, en français par correspondance, en 1994, une activité qui a duré pendant 20 ans. Et qui va ramener 175 millions de dollars de CA, ce qui est quand même pas mal. Notamment, il devient très gros à partir de 2005. Et il fait sa meilleure année en 2010 par là, à 23 millions de dollars de revenus. Ça veut dire qu'il s'est bien repositionné en passant du mail au web, peut-être. Quoique peut-être qu'il fait encore 23 millions en mail. Non, c'est pur mail. Ok, c'est encore du mail. C'est pur courrier. C'est encore du courrier. Ce qui est ouf, hein, parce que en fait, tu dis toutes les personnes qui savent faire du web marketing, il n'y en a pas un seul. Tu me dis, ok, comment tu envoies des courriers aux gens, mais j'ai aucune idée, tu vois. Non, lui, c'est un gars du courrier. Il y a pas des opportunités énormes là-dessus. Ou alors, au contraire, il y a juste des mecs qui sont des vieux de la vieille, qui font ça depuis 30 ans, qui ont rincé le truc. Ça peut être l'un ou l'autre, je pense. Je pense que c'est ça. Et en fait, je pense qu'en fait, mine de rien, avec les années, il a construit sa base de clients qui vraiment rachetaient tout le temps. Ouais. Et donc, il leur tapait constamment, en fait. Okay. Je pense que c'est beaucoup ce qui s'est passé. Et notamment, et si tu vois le voir comme négatif, en plus, c'est des gens qui deviennent de plus en plus vieux, pensaient de plus en plus, qui n'avaient pas toute leur tête. Donc, c'est un des sujets d'ailleurs. Mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne encore. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'ils vendaient à cette époque-là? Ils vendaient un produit dématérialisé, ils vendaient des Ils vendaient vraiment tout. Ils vendaient des conseils de voyance, donc des trucs un peu des conseils d'astrologie. Ils vendaient aussi des produits physiques, donc des cristaux, des genres de trucs. Ils vendaient aussi, ce qui est déjà un autre problème aussi, en gros des sortes de bénédictions. Notamment, ce qu'ils demandaient, c'est que tu renvoies son courrier avec l'argent forcément, mais aussi qu'une photo d'un proche, par exemple. Et en fait, il disait, bah moi, parce qu'il se faisait passer pour Maria Duval, c'est important, j'ai pas précisé. Il signait chaque lettre Maria Duval, il faisait comme si c'était Maria Duval. Ce qui, encore une fois, n'a pas trop de sens, parce que Maria Duval, personne ne la connaissait aux US, tu vois. En fait, c'est pas un énorme avantage. Je pense que c'était utile au début, parce qu'il pouvait dire un peu, peut-être mettre des trucs de presse, cette voyante française super connue. Mais à un moment, je pense que c'était plus si intéressant que ça. Il a copié une voyante française, mais pour vendre aux US. Ok. C'est ça. Et du coup, dans ces courriers, il dit, bon, vous remettez l'argent, mais mettez une photo d'un être proche, peut-être quelqu'un qui est malade, par exemple. Et en fait, je vais le bénir et ça va résoudre sa maladie, tu vois. Et il disait, il n'y a que moi, Maria Duval, qui va ouvrir cette lettre. Et en fait, ça a été découvert plus tard qu'en fait, toutes les lettres partaient directement à la déchetterie. Donc, personne les ouvrait, personne les regardait, tu vois. Ce qui était un sujet de contention. Directement ou en passant par le moment, il retire l'argent quand même. Ah non, je pense, effectivement, argent, puis hop, ça part. Par contre, les photos, allez hop. Les photos, on s'en bat. La photo de mamie. C'est mamie qui a un cancer terminal et son dernier espoir, c'est Maria Duval. On l'oublie, quoi. Donc, c'est assez dur à ce niveau-là. Et donc, pendant ce temps, notre Patrice, il kiffe sa vie. Donc, j'ai un petit extrait que je vais traduire en français. Que donc Patrice Renner et sa famille bougent partout dans le monde. Ils passent de Montréal à une station de ski de Whistler, où ils passent tous leurs hivers à faire du ski extrême. Ils font du ski par hélicoptère en Nouvelle-Zélande, du saut à l'élastique un peu partout dans le monde. Ils bougent au Costa Rica, puis après ils vont en Suisse. Ils payent une école internationale pour ses enfants qui coûte 100 000 $ par an. Donc il vit bien, quoi. Il se fait kiffer. Jusqu'à ce qu'à un moment, à partir de 2016, les autorités commencent à contacter ses employés. Et j'ai l'impression que lui, il n'était pas au courant que ses employés étaient contactés. Et un truc vraiment que les US, ils font tout constamment, j'ai l'impression. Et ils ont notamment, je sais pas si tu as lu le bouquin de Silk Road, ou même le bouquin de Paul Leroux, sur Paul Leroux. Non. Mais en gros, vraiment, ils trouvent les employés aux associés ou peu importe. Ouais. Et leur promesse, en gros, si tu ne donnes pas ce qu'on veut sur le gars qu'on veut vraiment condamner, parce qu'en fait, généralement, ils ont vraiment une cible en tête, on va le poursuivre au bout du monde, mec. Tu vas passer 10 ans en prison, ça va être la fin. Par contre, si tu nous dis que c'est vraiment toute sa faute, t'as rien, toi. Ouais. Pareil avec SBF d'ailleurs. SBF, ouais. Exactement, même ça, Caroline et l'autre, et ils ont rien du tout. Et c'est SBF qui se prend tout ça à gueule, quoi. C'est vraiment un mécanisme aux US où vraiment ils veulent choper le gars et le mettre tout. Un truc encore plus fou. Enfin, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas sur Wall Street, genre si tu dénonces une fraude,
tu peux gagner des millions en tant pour ça, que en tant que type. Même en France, si tu dénonces quelqu'un qui ne paie pas ses impôts, tu peux toucher une commission aussi. C'est un truc. Donc n'hésitez pas. C'est conseil éthique. C'est assez fort. T'imagines, t'es dans une banque et tout, il y a des t'as un petit employé random, tu gagnes 50 000 $ par an, boum, tu peux faire le jackpot. C'est énorme, ça. Donc les autorités américaines le repèrent. C'est ça. Et finalement, en décembre 2020, il est arrêté à Ibiza, puis il se fait extrader aux US. Et pareil, en fait, c'est pas clair, c'est au courant parce que Ibiza, c'est pas le meilleur endroit pour se planquer potentiellement. Donc je sais pas s'il est au courant que l'investigation est en cours. Si tu veux faire jet set. C'est ça. Mais j'ai l'impression, parce que eux, ce qu'ils disaient, c'est en gros parce qu'ils voyageaient beaucoup, du coup, on a Costa Rica, et tout leur sujet, c'était en gros, ils essayent de se planquer, d'être dur à choper, tu vois. Moi, je pense, j'ai l'impression qu'il était juste pas au courant, il vivait sa vie de nomade digital tranquillement. Et il était pas au courant, et à un moment, il y a Ibiza, il se fait choper à l'aéroport, et puis c'est parti pour les US. Mais du coup, ça a été quand même bien mené, toi. Si ils ont réussi à faire en sorte que lui, il soit pas au courant, et qu'aucun de ses employés lui dise, que personne lui dise, c'est assez impressionnant. Et donc, on arrive au procès. Donc, je vais étayer les arguments du gouvernement et puis après ses arguments à lui sur pourquoi c'était pas une fraude. Le premier gros truc que le gouvernement utilise, c'est le mensonge. L'idée qu'en gros, il signe Maria Duval alors que c'est pas Maria Duval, forcément. L'histoire justement du truc. Après, s'il avait eu un contrat à l'origine, ça aurait pu être fait, tu vois. Ça aurait pu être fait, c'est un peu mieux, c'est un contrat. Et aussi, un autre truc, par exemple, c'est qu'en fait, il vendait ses cristaux, je sais pas quoi, et il virait le sticker Made in China, tu vois. Ce qui est déjà techniquement illégal, mais bon, c'est pas un gros crime. Mais en gros, l'idée, c'est pareil, c'est d'essayer de planquer, parce que pour un moment, son courrier, je sais pas lui, mais ça devait écrire, c'est un cristal qui vient de l'Himalaya, il devait bullshiter, quoi. Donc, c'est question de mensonge. La deuxième, c'est l'idée de s'adresser aux personnes vulnérables, donc notamment que le client moyen était assez âgé, et forcément, c'est lié au format courrier, en fait. Plus tard, il n'y a que ces gens-là qui ouvrent encore le courrier. Et donc, forcément, tu as des exemples assez flagrants où tu as une femme avec Alzheimer qui a dépensé plusieurs milliers de dollars et qui oubliait justement qu'elle avait déjà payé, ainsi de suite. Et tu crées aussi une forme de dépendance. Par exemple, si tu penses qu'en donnant de l'argent à cette personne, à cette voyante, c'est ça qui va te permettre d'éviter le malheur d'un proche ou autre, c'est un peu limite quand même. Et le dernier argument pour moi qui est à moitié valable, c'est en gros l'idée qu'il se planquait, tu vois. Parce qu'un truc qu'on sous-estime à quel point dans justice, l'idée d'intention, c'est important, tu vois. Tu peux commettre le même crime. Si tu n'étais pas au courant que c'était un crime et que tu ne savais pas que tu faisais quelque chose de mal, c'est beaucoup, beaucoup moins grave que si tu étais au courant et que tu essayais de te planquer. Et donc, il lui reproche deux choses. Un système de holding, où en gros, il essayait d'avoir plein d'entreprises passe-passe pour que ce soit compliqué de remonter à lui. Et ça, je pense que c'est une idée de merde, en fait. Ce genre de truc, soit tu le fais vraiment parfaitement et tu ne feras jamais choper, soit tu ne le fais pas du tout. Mais le faire à moitié, justement, ça donne un peu des munitions au gouvernement ensuite. Et encore une fois, l'idée de nomade digital. Il voyage partout. Donc, c'est qu'il essaie d'éviter qu'on l'attrape. Ça n'a aucun sens, mais apparemment, c'est quand même passé en tant qu'argument. Donc, ça, c'est côté gouvernement. T'en penses quoi déjà de côté gouvernement ? Est-ce que ça se tient ? Est-ce que tu as un truc tu te dis, ouais, effectivement, ils ont un point là ? À partir du moment où tu dis, OK, le mec, c'est du mensonge, il se fait passer pour une personne qui l'est pas et devant un produit en disant le produit c'est X et en fait c'est Y. Enfin, tu vois, à partir de ce moment-là, fraude, c'est fini. Tu vois. Il n'y a pas besoin de dire, OK, est-ce qu'il avait des holdings ou pas. Après, le truc sur les personnes vulnérables, là, je pense qu'ils sont obligés d'avoir des contrôles. Après, j'imagine que dans un certain sens, tu vois, ça, c'est plus compliqué parce que est-ce que c'est juste des personnes vulnérables ? Est-ce qu'ils ont juste trouvé le bon exemple et tout, tu vois ? Après, la voyance, il y a plein de gens qui croient à la voyance, qui sont plus jeunes. Après, je pense que le format courrier, là, pour le coup, ça biaise dans un sens ou dans un autre. Mais ça, je suppose que tu vois, ça pourrait s'appliquer à pas mal de choses. Parce qu'il a fait 75 millions de dollars et il a eu 1,3 million de clients, en sachant que le client médian, il a acheté pour 30 $. Ouais. Et donc, ce qui fait que la moyenne est effectivement plus élevée. La moyenne doit être dans les 200 $ environ par là. Mais forcément, tu dis 1,3 million de clients. Si tu veux trouver des gens qui sont vulnérables, il y en a quand même pas mal. Forcément. Mais à partir du moment où tu dis, OK, je suis Maria Duval et tu n'as pas un truc qui dit Maria Duval qui renouvelle chaque année, etc. D'ailleurs, c'est 5% à lui payer. Ouais, parce que Maria Duval, elle le défendait jusqu'au bout, tu vois. Ah, OK. Donc, je pense qu'elle était au courant, sa thune était bien contente, tu vois. Du coup, là, pour le coup, il n'y a pas de mensonge. Alors, s'il était autorisé à non, on a menti au client. Tu vois, c'est pas par rapport à Maria. En fait, tout le procès n'a rien à voir avec Maria, en fait. Ils sont en mode, si vous êtes menti au client, on se passer par Maria Duval. C'est ça le truc. Ah, mais du coup, enfin, tu vois, quand tu lis le livre de Arnold Schwarzenegger et que c'est pas Arnold Schwarzenegger qui l'a écrit. Il pourrait dire que c'est et moi, c'est marrant parce que moi, l'exemple qui m'a vu, c'est OnlyFans. Parce que justement, OnlyFans, c'est connu que c'est pas la fille qui parle, c'est un Philippin, père de 3 enfants. Il doit faire semblant ça le fait chier. Et donc, tu pourrais dire, il y a arnaque, tu vois. Donc, c'est un peu le même sujet, en fait, c'est un peu le même débat. Attends, parce qu'il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de gens qui font travailler des copywriters. Si un copywriter écrire ta page, forcément, tu signes du nom du mec, tu vois, du créateur du truc, pas du copywriter.
Donc pour moi, c'est normal. Si tu as l'autorisation d'écrire au nom de quelqu'un, tu écris au nom de quelqu'un. Bah pour eux, apparemment non, parce que pendant des années, ils se faisaient passer pour quelqu'un qui n'était pas. Tu mens. Tu pourrais le client final, penser qu'il communiquait avec Mara Duval tout le long, Ouais. et en fait, il ne communiquait pas avec Mara Duval. Ok. Il pensait parler avec une vraie voyante, c'est ça aussi. En fait, Ouais. il parlait en copywriter, toi. Ouais, Peut-être cet argument-là. ok, ouais. Ou par exemple, je pense que c'est un peu ça. Tu penses parler à une sorte de professionnel, peu importe, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Et du coup, après, la défense de Patrice, elle est beaucoup plus marrante et beaucoup plus intéressante. Ok. Alors lui, il compare ça à un spectacle de magie. En fait, il se dit, quand tu as un spectacle de magie, on va te mentir, toi. On va te faire croire des trucs. Et un exemple auquel j'ai pensé, c'est le lapin, tu vois. Si le magicien dit, je vais faire disparaître ce lapin, toi, l'effet, il disparaît pas tellement, tu vois. Il va pas dans une truc d'hiver, c'est pas un lapin cosmique. Tu vois. Mais tu choisis d'y croire, toi. Tu vas pas dire, oh, putain, il m'a menti, enculé, c'est une arnaque, remboursez-moi, tu vois. Son autre argument, qui pour moi est très très solide aussi, c'est que si on dit que lui c'est une fraude, bah, tous les voyantes, tous les astrologues, tous les marabouts, c'est des fraudes, tu vois. Oui, à mon avis, si lui tu dis que c'est une fraude, tous doivent être des fraudes. Ouais. Enfin, tu peux pas, effectivement. Et aux US, il y a tout l'argument un peu que c'est de la fausse spiritualité, tu vois. Tu essaies en fait de dévoyer de la vraie spiritualité avec la fausse, tu vois. Mais pour moi, ça tient pas, tu vois. Si les gens choisissent de croire en ça, ils croient en ça. Tu veux pas. Et où tu mets la limite? Est-ce que tu dis que l'église c'est une fraude parce qu'on ne sait pas s'il y a le Dieu qui peut t'aider ou quoi? Allez, si tu dois faire des confessions auprès de ton prêtre, est-ce que c'est une fraude? Ouais, je trouve que tu pars un peu loin dans ce cas-là. Si tu considères que juste tout ce qui est dans la voyance, c'est une fraude, ça va très loin. L'argument qu'il a ça, c'est aussi qu'il disait qu'en gros, les gens voulaient croire en ça. Donc, il leur donnait ce qu'ils voulaient. C'est pas lui qui a converti les gens à la croyance, à la voyance ou à l'astrologie. C'est les gens qui recherchaient ça, tout simplement. Un autre argument qui me semble solide, c'est qu'il y avait une offre de remboursement, Money Back Guarantee, et que seulement 4% l'utilisaient. Le gros sujet, et j'ai pas réussi à savoir, c'est à quel point c'était facile de se faire rembourser. Mais si c'est facile de se faire rembourser et que tu as seulement 4% de remboursement, tu peux argumenter que c'est pas une arnaque, quoi. Il y a un truc, ça se tient pas trop. Et la défense de la lettre au Père Noël, qui est une meilleure défense incroyable, ça doit l'apprendre dans les écoles de droit. C'est un argument par rapport au fait, justement, que le fait que les gens envoyaient leurs photos de leur grand-mère et qu'en gros, ça allait acheter chez bah c'est quand tu écris une lettre au Père Noël, tu penses pas que ça va en Laponie et qu'il y a le petit Père Noël, le vrai Père Noël qui lit ta lettre, tu vois. C'est vrai, il n'y a pas des services de lettre au Père Noël qui existaient quand on était petit. Si. Et en fait, ils vont nulle part. Ouais. Ils vont nulle part, c'est d'arnaque. Mais du coup, ils ont été en prison, les mecs, tu vois. C'est vrai que là, ça. Bah, l'argument là qu'ils disent, c'est qu'en fait, c'est un truc moins grave parce que c'est juste les enfants pour des cadeaux. Et donc, tu peux. C'est un peu. Okay. Je pense que c'est pas du 1 point, mais j'ai trouvé ça intéressant comme angle. Mais en gros, tu comprends bien que tout son angle, c'est que les gens choisissaient d'y croire. Toi, ils choisissaient de croire au mensonge, toi. Mais au mensonge, en général, le mensonge, la voyance, tu vois. Parce que bon, c'est assez clair que c'est pas un truc. C'est vrai que dire, ok, t'étais pas une vraie voyante, t'es un peu en mode, c'est quoi une vraie voyante? Ça n'existe pas de toute manière. Donc, non, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, du coup, il y a des trucs sur Mara Duval et elle s'est trompée plus de fois qu'elle a eu raison, tu vois. En fait, quand tu fais l'addition, c'est pas très bon, quoi. Et ensuite, du coup, mon opinion par rapport à ça. Et pareil, on juge, sont des autorités, qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre Patrice, ce Québécois un peu trop malin. Je pense que le vrai problème, c'était en fait effectivement de signer avec Mara Duval à la fin. S'il avait choisi un personnage fictif ou un truc, je pense que ce serait mieux passé. Là, l'idée que tu es soi-disant cette voyante en France et en plus, tu n'as pas de vrai contrat qui montre qu'elle t'a autorisé à utiliser son nom. Encore une fois, elle a pas nié qu'il ne pouvait pas utiliser son nom, tu vois. Elle l'a défendu, elle a dit... Et par contre, elle a été interviewée, en fait. Au milieu de l'interview, elle s'est rendue compte de l'échelle du truc, tu vois. Elle s'est pas rendue compte que ce cas-là, il brassait autant. Donc, ça me fait penser aussi à quel point il payait vraiment les 5%, tu vois. Parce en gros, il l'a défendu au début, beaucoup. Elle l'a défendu au début, puis après, le problème, c'est que planqué, quoi. Si le mec prend 10 ans de prison là-dessus et qu'elle prend 5% des revenus, et que si le truc, c'est de dire, ok, on a dit Mara Duval et la voyance, c'est pas vrai, bah elle est aussi coupable. En partie, tu peux conseiller ça. Après, un autre sujet, moi, je trouve, c'est... En gros, je me dis, il y a quand même l'écrasante majorité des gens qui ont fait des trucs similaires, qui n'ont jamais été condamnés ou jamais été poursuivis. Et que le vrai truc, c'est plutôt protéger la boîte aux lettres. Et aussi, je pense, pour le coup, les téléphones des personnes vulnérables. Parce qu'effectivement, par exemple, j'ai eu mon grand-père aussi qui a eu des problèmes un peu mentaux à la fin de sa vie. Et effectivement, il s'est fait arnaquer plusieurs fois parce qu'en fait, c'est facile d'arnaquer ces personnes. Et il devrait avoir moyen que, en gros, pas n'importe qui puisse les atteindre, les contacter. Et que s'ils sont chopés, vraiment, ils sont bien chopés. Le problème, souvent, c'est que c'est des gens qui sont ensuite à l'étranger et autres, donc c'est compliqué de les retrouver. Et après, il y a la question un peu plus large, qui est un peu une question d'éthique un peu libertarienne. C'est à quel point on doit protéger les gens contre eux-mêmes, tu vois, et où tu me places la limite. Effectivement, tu te dis,
une personne qui a Alzheimer, ça devient un peu limite, mais il ne pouvait pas savoir qu'elle a Alzheimer non plus. Tu vois. Mais une personne normale qui décide, je veux acheter ce cristal de je sais pas quoi, qui va me donner la bonne santé, à quel point est-ce que tu dois la protéger contre ça? C'est débattable. Moi, je pense non, parce que la victime médiane, c'est $30. $30, c'est pas énorme, tu vois. T'as pas eu $30, bon, t'as pas perdu les économies de ta vie. Qu'aussi, l'autre argument que je trouverais, c'est qu'on vend des choses bien pires. Donc, tu as tout ce qui est les opioïdes aux US qui font 100 000 morts par an, où on n'informe pas les gens vraiment sur les risques et on les donne un peu facilement. Tu as aussi forcément l'argument, tout ce qui est la française des jeux, donc les jeux d'argent, où tu pourrais trouver aussi ça comme étant un problème. Et maintenant, aux États-Unis, apparemment, les paris sportifs, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Et pareil, tu pourrais considérer, même en France, c'est un. Ça, c'est 1000 fois pire. Enfin, c'est 1000 fois pire que la voyance, hein, les paris sportifs. Tu peux perdre beaucoup plus. Juste en termes d'échelle de ce que les gens vont perdre et du côté addictif, tu vois, la voyance, bon, c'est bon, les gens, tu vois, ils sont pas addicts à la voyance, peut-être qu'ils dépensent de l'argent dedans, mais là, les paris sportifs, les gens, ils vont ruiner leur vie, ils vont prendre toutes les économies de leurs enfants. Enfin, c'est 1000 fois pire, enfin, clairement. Je suis d'accord. Et après, finalement, pour moi, il y a vraiment la question du. Et après, même tout le self-help, tout le self-help, les ventes personnelles, tu pourrais considérer qu'il n'y a aucun moyen de garantir la promesse, tu vois. Ouais. Donc, à partir du moment, tu pourrais dire que c'est une forme une forme d'arnaque. Et après, il y a la question du remboursement. Moi, c'est vraiment central pour moi. Moi, c'est un truc dont on ne parle pas assez. Je trouve que c'est très difficile d'avoir une vraie arnaque si tu as un remboursement facile, tu vois. Mais on parle souvent des formations. Si la formation propose un remboursement sous 2 semaines, si tu fais moins de, je sais pas, 20% de la formation, un truc raisonnable, tu peux être arnaqué, toi. Tu as fait tes 15%. T'aimes pas la formation, tu te fais rembourser, bon, bah, il n'y a pas d'arnaque, quoi. Et j'ai pas l'impression que c'était un sujet tant que ça, en sachant que le problème, forcément, mais en fait, c'est parce que beaucoup de ce qui sous-tend ce genre d'argument de tel ou tel truc, c'est une arnaque, c'est souvent de dire, parce que moi, je suis intelligent et je sais que c'est une arnaque, mais les gens sont trop cons. C'est pour ça que tous les produits qui existent, on parlait tout à l'heure du Dubai Chocolate, mais les gens disent Dubai Chocolate, c'est une arnaque, tu vois. Parce que les gens se disent, bon, bah, les gens qui achètent ce truc-là, ils sont trop cons, en fait, pour comprendre, donc ils se font arnaquer. Mais du coup, si tu leur dis, ok, mais les gens voulaient acheter ce truc-là, ou ils n'ont pas voulu se faire rembourser ou quoi, eux, ça leur parle pas parce qu'ils se disent, moi, je dois protéger des gens qui sont inférieurs à moi, en fait. Et après, il y a toujours le truc, bon, c'est une personne qui a Alzheimer, tu dis, ouais, il faut que quelqu'un protège cette personne, tu vois. Et en fait, beaucoup de gens poussent cette logique plus loin, tu vois. Et par exemple, on considère qu'il faut protéger tout le monde contre l'héroïne, tu vois. On a dit, c'est 100% de la population, on leur donne pas accès à l'héroïne, il faut le protéger, tu vois. Et tu pourrais te dire, ouais, mais il y a peut-être 15% des gens qui pourraient consommer de l'héroïne de façon responsable, on devrait leur donner, toi. On a choisi, et donc en fait, tu as cette échelle-là. Mais des gens vont te dire que si tu prends Apple Care, c'est une arnaque, tu vois, parce que tu connais pas l'expected value sur Apple Care. Mais et du coup, est-ce que c'est une arnaque ou non Où tu places les limites. Moi, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. Est-ce que tu dois protéger les gens de même? Et pour moi, justement, là, c'est vraiment à la ligne de, je trouve, de un peu une intervention de l'État un peu excessive, tu vois. De le condamner. Surtout 10 ans de prison, c'est quand même. 10 ans de prison, c'est beaucoup. En fait, moi, je pensais qu'il se faisait passer illégalement pour Maria Duval. Non, c'est pas ça. Pour moi, ça switch quand même pas mal l'interprétation. Parce qu'en gros, tu es juste en train de dire, ok, bah, du coup, la voyance, c'est faux. Mais mec, tu m'avais jamais dit. Enfin, tu vois, depuis quand la voyance c'est illégal, tu vois? Soit la voyance c'est illégal, soit c'est légal. Mais là, apparemment, lui, il fait de la voyance, il pense que c'est légal. Tu dis, il écrit au nom de Maria Duval. Mais moi, ça me choque pas parce que il y a beaucoup de gens qui écrivent pour d'autres personnes, en fait. Si tu as de l'autorisation, ça se fait assez souvent. Tu vois, il y a plein de gens qui sont des ghostwriters. Quand un mec même sur LinkedIn, hein, c'est. Même quand il y a un gars qui passe à la télé qui fait une chronique, 90% du temps, la chronique, elle est écrite par quelqu'un d'autre, tu vois. Ensuite, un peu les leçons qu'on peut en tirer. Déjà, parce qu'en fait, quand tu penses 75 millions, j'ai pensé immédiatement qu'il y a des gros profits. Mais en fait, je pense que c'est pas évident. Le direct mail, c'est quand même pas comme le copywriting en ligne. Parce qu'il faut quand même envoyer tes courriers partout. Tu as un taux de réponse, je sais pas, de 5%, je sais pas, ça coûte quand même cher d'envoyer autant de courriers. Il faut que les courriers reviennent. Souvent, il y a des produits physiques. Et encore une fois, c'est des petits produits qui coûtent 1 ou 2 $. Il faut quand même les expédier. Donc l'un dans l'autre, à mon avis, il n'avait pas tant d'argent que ça à la fin. Il dépensait beaucoup. Et notamment, ce qui est pour moi assez révélateur, et pour ces trucs où tu planquerais pas, c'est qu'il s'est retrouvé avec un avocat commis d'office. Donc ça montre bien qu'il avait plus trop de thunes, quoi. D'où la défense de l'être Père Noël. Quoique finalement, c'est pas une mauvaise défense, en fait. C'est pas une mauvaise défense, ouais. Et après, l'idée aussi je trouve intéressant, c'est du direct mail, mais je pense que c'est pas un peu avec Facebook Ads. C'est en fait, tu as deux façons que ça fonctionne. Si tu veux un produit standard, lambda, tu vas vraiment galérer, tu vois. Je pense ce genre de truc, genre Facebook Ads. Ce qu'il faut, c'est soit tu as une marque forte avec un gros halo effect, donc tu peux avoir des gens qui vont devenir fidèles, récurrents, ainsi de suite. Soit tu vas dans le bullshit et tu vas un peu dans le mensonge, la plus grosse promesse. Et idéalement, tu livres pas. Toi, si tu livres pas le produit, tu as une bonne marge d'un coup, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que naturellement, ça a attiré ce genre de truc. Parce qu'au final, encore une fois, je pense qu'il n'y avait pas des grosses marges et je pense qu'il ne pouvait pas se permettre, par exemple, de vraiment process les lettres qu'il recevait et autres. Et je pense qu'il sortait l'argent et puis c'est tout, quoi. La deuxième leçon pour moi, c'est un peu le fait qu'à un moment, tu deviens trop gros pour que tu ne sois pas découvert. Et ce qui est intéressant avec ce cas-là, c'est qu'ils ne sont pas super clairs là-dessus, mais il semblerait qu'en gros, ça vient pas de, ce procès ne vient pas de
de plaintes de clients, tu vois. Tu peux penser qu'il y a plein de clients qui se plaignent, ça crée une grosse lawsuit action. Non, il semblerait que c'est les journalistes qui l'aient trouvé. Et ensuite, une fois que les journalistes ont un peu fait éclater le truc, c'est le gouvernement qui a choisi de lui-même d'aller attaquer et ensuite d'aller chercher des clients mécontents. Tu vois. Ce qui, encore une fois, je trouvais un peu bullshit. Mais l'idée, c'est à un moment, tu atteins une certaine échelle, notamment en 2010 où il a fait des revenus énormes, que tu attires attention. Donc, je pense que ce genre de truc, c'est soit il faut rester tout petit et passer entre mal fait, soit devenir tellement gros qu'en fait, tu deviens légitime, tu peux faire un lobby, faire changer les lois, peu importe. Et un exemple aussi... Comme les paris sportifs, du coup. Comme les paris sportifs. Maintenant où c'est légal, effectivement, avant, il n'y a pas très longtemps, c'était illégal. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Un autre exemple, c'est Silk Road aussi, où en fait, quand c'est devenu le truc numéro 1 d'échange de services illégaux du dark web, bah, c'était le numéro 1, c'est devenu la target, quoi. Alors que quand avant, ils étaient un peu plus petits, ils étaient numéro 2, numéro 3, ils étaient moins sujets à ça. T'as aussi le cas de Paul Leroux. Je sais pas si t'as déjà lu son livre. Non, je tu devrais pas la lire. référence. Il est incroyable comme livre, tapez Paul Leroux. C'est un mec qui vivait aux Philippines, je crois un Zimbabwéen, mais blanc, donc un mec à l'époque de la Rhodésie, quoi, qui a des histoires un peu tarées où en gros, il a battu sa petite copine à batte de baseball, mais il se trouve que c'était la fille d'un sénateur philippin, et donc il a payé $1 million au sénateur philippin pour qu'on tasse l'affaire. Enfin, il y a des trucs un peu tarés. Vraiment, je trouve en fait, c'est vraiment le mec, le mastermind depuis son ordinateur, qui notamment en fait, a créé plein de pharmacies en ligne aux US avec un réseau de pharmaciens et de médecins qui prescrivaient des médicaments. Et en fait, le truc, un problème, c'est à un moment, il faisait plus d'1 milliard par an de revenus. Et donc, en fait, ça est devenu trop gros et ça s'est fait remarquer, quoi. Et ils nous ont marqué que c'était une pharmacie. C'est illégal, son truc ? Ouais, c'est légal. Okay. Hein. En grande partie illégal. Dans moi, ce qu'ils ont vu, des pharmacies qui commençaient à faire des petites pharmacies de province qui avant faisaient 5000 commandes par mois. D'un coup, ils en faisaient 500 000, toi. Donc, c'est vraiment un bouquin intéressant. Et il a fini par se faire choper à la fin. Mais il a plein de... Je lisais le truc. Il voulait installer une usine à munitions d'armes à feu, du coup, quelque part en Afrique. Le truc, il a capoté. À un moment, il avait une équipe de 150 pirates à sa paye. Enfin, c'est vraiment à lire. Paul Leroux, je recommande. Comment s'appelle son livre ? Attends, on va le chercher. On va le retrouver rapidement, mais Paul Leroux. The Mastermind. The Mastermind, ouais. Drugs, Empire, Murder, Betrayal. Ok, excellent. Ah, c'est pas son livre, c'est un livre sur lui. Okay. Sur lui, ouais, sur lui. Okay. Un mec obèse, vraiment enfin, ouais. Et la leçon numéro 3 aussi, c'est, je pense, notamment si tu es copywriter haute, c'est ok de commencer un peu border, mais ensuite, il faut essayer de devenir legit assez rapidement. Et lui, en fait, il est resté sur une truc pendant trop longtemps. Et souvent, tu retrouves dans quasiment toutes les histoires un peu d'entrepreneuriat où les mecs ont explosé au début, des trucs qui n'étaient pas très réglo. Tu as fait le truc de Bill Gates qui a plus ou moins volé les designs initialement. Sur Amazon, exemple, forcément, c'est fake reviews. Moi, les gens sont souvent surpris quand quelqu'un vient me voir et un débutant et me demande s'il devrait envoyer des produits à des amis et de la famille pour des reviews, que je lui dise oui. Parce que moi, je le fais pas parce que moi, j'ai trop à perdre. Il y a un moment, ça vaut plus le coup. Le risque-reward n'est pas là. Mais si tu viens de débuter, ça fait partie des avantages. Et encore une fois, c'est pas à quel point c'est pas éthique que ton oncle te laisse une review sur un produit. Ça me paraît pas être un grand crime. Mais je pense, encore une fois, ce genre de truc, il faut le faire quand tu es tout petit et que tout le monde s'en fout. Et une fois que tu as une certaine taille, il faut changer. Mais là où ça peut être compliqué, c'est que c'est quand même plus facile de gagner de l'argent comme ça. S'il avait dû passer sur un truc de copywriting peut-être plus legit, il aurait moins gagné. Et donc, il aurait fallu un moment qu'il choisisse de faire ce switch, quoi. Ce qui est peu évident quand un truc fonctionne. Et aussi, pour sa défense, je pense que lui, il ne considérait pas qu'il faisait un truc mauvais, tu vois. Lui, il était assez surpris au final de la tournure du truc. Par rapport à ce que tu me disais, moi, si le mec fait de la voyance, il dit, bon, la voyance, c'est pas illégal, c'est un gros business de voyance. Il y a plein de business comme le sien en plus, et il fait ça depuis 20 ans, il y a un truc un peu étrange. Et la leçon 4, en fait, il y a 2 gagnants là-dedans. Il y a Marie Duval qui a touché sa thune et qui a eu aucun problème au final. Et qui, du coup, a vécu sa vie en tant que voyante. C'est assez fascinant, quoi. Et aussi, même les services postaux des États-Unis, mec, ils ont fait bouger des millions de lettres pendant des années. Et ils ont touché l'argent à la fin et ils se sentent bien. Et voilà, t'en penses quoi ? C'est quoi tes impressions par rapport à cette histoire ? Est-ce qu'on a déjà regardé si quelqu'un faisait la voyance, mais avec ChatGPT ? Ça doit être un énorme truc. C'est vrai que ça pourrait être un gros truc. Ouais. Est-ce que c'est illégal, du coup ? Après avoir vu ça, je suis confus, tu vois. Je me dis, bon, bah, l'astrologie, ça marche pas, mais c'est comme plein de trucs. Les gens ont le droit de le faire s'ils veulent, c'est pas interdit. Voilà. Je dirais, ouais, honnêtement, je trouve que là, du coup, 10 ans de prison, ça semble dur. Après, s'il a retiré les stickers Made in China, etc., peut-être, tu vois. En gros, est-ce qu'il a menti aux gens ou pas ? Il a été manqué, du coup, wire fraud, mail fraud, ce genre de choses. Ouais. Ça, je pense, en fait, tu vois, il a fait un truc qui était
qui est step up pour des raisons un peu techniques c'est du wire fraud ou c'est du mail fraud et qui, si tu l'avais fait dans un magasin, ça aurait juste c'est été... pas, c'est un article de presse, tu sais pas à quel point les arguments de l'État ont totalement été... T'as peut-être des exemples encore pires d'arnaques, tu sais pas à quel point on a toute l'histoire, mais sur le papier, ça me paraît pas justifier vraiment 10 ans de prison. L'astrologie, c'est illégal quoi, aux États-Unis, a priori. Ouais, dur. Mais force à toi, Patrice, en prison. Et je pense qu'il a sorti en 7 ans. Elle fait déjà 3 ans qu'il a fait de prison. On pourra voir sur le podcast, il parle français ou pas? Bah, québécois. Français, s'il a rencontré Maria Duval. Ouais, québécois. Bah, du coup, on pourrait sa première interview. Première interview sortie de prison. Moi, je serais chaud. Si vous connaissez... Si vous connaissez Maxime Barbier ou Patrice Runner. N'hésitez pas. Faut des appels. Faut des appels à témoins. C'est l'épisode, le thème de l'épisode. Par contre, il devrait partir en mode Gary Albert. Il dire, moi j'étais tellement un bon copywriter, et on met 10 ans de prison. Bien sûr, il devrait écrire des lettres en prison. Il y a un moment, faut rentabiliser quoi. Ok. Dernier sujet, est-ce que tu as entendu parler du Dubai Chocolate? Un peu, pas beaucoup. Donc c'est improbable de parler ça sur le Trilliard, puisqu'on est le seul podcast sur le business qui n'est pas basé à Dubaï. Dubai Chocolate, c'est un chocolat. Est-ce que tu as déjà fumé un cigare de ta vie? Non. Non plus. On est vraiment hors des normes, quoi. On coche pas les cases. Mais le Dubai Chocolate, c'est du coup, c'est un chocolat fourré à la pistache. Tout part, comme la semaine dernière avec Laboubou, d'un TikTok à 80 millions de vues, où une meuf est dans sa voiture et elle bouffe une espèce de tablette de chocolat qui est fourrée avec un truc vert, c'est de la pistache, sans parler. 80 millions de vues, elle parle pas. En fait, c'est un truc un peu ASMR. T'entends le truc qui croustille, il y a un peu la texture et tout. Ce truc-là cartonne. Et tout le monde se dit, bon, il y a un truc, on va partir dessus. Donc, première conclusion que j'ai là-dessus, c'est que c'est assez dur de vendre de la nourriture en ligne, en fait, parce que les gens ne peuvent pas la goûter. Donc, comment tu rends le truc viral? Le son, je pense, c'est pas mal. ASMR, un truc qui a un bon son. Et là, il y a un truc un peu visuel, elle le casse en deux, et t'as le truc croustillant, t'as le truc intérieur. En fait, ça a l'air bon. Je sais pas si c'est bon, mais ça a l'air bon. L'autre conclusion que j'ai là-dessus, c'est que Dubaï a le vent en poupe. Je ne pensais pas que Dubaï, c'était un truc où les gens disent Dubaï Chocolate, trop cool, tu vois. Dubaï est plus sexy, je pense que le côté Instagram, etc., a vraiment fait monter la marque de Dubaï, tu vois. Ça fonctionne vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, du coup, les gens étaient chauds pour le Dubaï Chocolate. Donc, d'où vient ce truc? Elle, sur son TikTok, elle mange un produit qui vient d'une marque sur Instagram qui s'appelle Fix Desert Chocolatier. Et elle raconte, c'est une Égyptienne qui vit à Dubaï, qui explique, je crois, British égyptienne, qui explique que pendant sa grossesse, elle avait envie d'un truc, mais elle ne le trouvait pas à Dubaï, etc. Donc elle l'a créé, etc. Voilà, toute une histoire. Donc du coup, ça devient viral et ça cartonne. Donc elle vend ça, c'est une barre de 200 grammes. Ça se vend pour $20. Chaque jour, à 17h, les ventes s'ouvrent. Ils vendent uniquement via Deliveroo. Ils vendent 500 barres par jour en quelques minutes. Donc c'est sold out tous les jours. Donc 500 barres à $20, ça fait $10 000 par jour qu'elle vend. Et elle, c'est son petit business local, etc., qui est devenu viral. Mais, c'est là où ça devient ouf, c'est qu'elle ne vend pas en dehors de Dubaï. Et pourquoi elle met comme $1? Elle pourrait essayer $100, voir combien de gens achètent. Exactement. Je pense que là, il y a après, c'est le problème le paradoxe de Taylor Swift, tu vois. Pourquoi est-ce que tout le monde revend des tickets de Taylor Swift? Parce que Taylor Swift, à l'origine, n'a pas mis le prix qui correspond à l'offre et la demande sur son concert. Pourquoi elle n'a pas mis le prix qui correspond à l'offre et la demande sur son concert? Parce qu'elle n'a pas envie qu'on lui dise « Ah, Taylor Swift, elle trahit ses fans en leur vendant des tickets à $500. » Donc, du coup, les mecs achètent des tickets à $500 et la différence est captée par les revendeurs. Et donc, elle, pourquoi est-ce qu'elle n'augmente pas le prix? Après, $20 la barre de chocolat, c'est quand même... C'est déjà costaud. Mais là, ils ont essayé un peu de scaler la production, mais pour le moment, ils sont là. Donc, ils sont quand même à $10 000 de chiffre d'affaires par jour pour une barre de chocolat. Tu es un peu l'expert des coûts de production, mais ça ne doit pas être... Après, ça dépend comment ils le font, mais je pense effectivement c'est pas très cher. Mais encore une fois, je sais pas comment. Est-ce qu'il y a des capacités de. Est-ce qu'elle le fait encore? Parce que 500, tu pourrais limite le faire encore dans ta cuisine, quoi. Une mini cuisine industrielle, t'as besoin d'un gros truc. Une cuisine industrielle de 10 personnes, apparemment, c'est ce qui. Ouais, t'as pas besoin d'un truc énorme. Ouais. Et je pense que mine de rien, avoir la production pour ça en Dubaï, ils vont devoir la créer eux-mêmes, toi. Parce que je pense pas qu'il y ait de chocolatier à Dubaï. Donc c'est un autre truc encore. Mais le problème, c'est que tu vois, ce TikTok, il a fait 80 millions de vues. Bon, 90% ou 99% des gens sont pas à Dubaï qui l'ont regardé. Elle vend pas en dehors de Dubaï. Elle vend uniquement sur Deliveroo à Dubaï. Et d'ailleurs, elle a tout un disclaimer sur son Instagram qu'on n'a pas de site, il n'y a aucun distributeur qui sont autorisés, etc. Faux, ouais. On vend uniquement là. Donc ça, c'est le premier élément qui est fou. Deuxième élément, c'est le branding. Parce que son produit, il ne s'appelle pas Dubai Chocolate. Son produit, quel review s'appelle Can't Get Enough of It. C'est un espèce de jeu de mots que je ne comprends pas. Enfin, c'est Can't Get Enough of It. Mais le enough, il est changé en K-N-A-F-E-H, qui est apparemment un produit turc
c'est un jeu de mots entre un produit turc et ça, c'est le nom de ce truc. Appelle ça Dubai Chocolate, c'est mieux, quoi. Exactement. Et donc, en fait, le truc est devenu viral, mais pas sous le nom qu'elle lui avait donné, mais sous le nom de Dubai Chocolate. Mais ce qui peut être un sujet, parce que tu peux ne pas avoir le droit aussi. C'est peut-être pour ça, de base, qu'elle le fait pas. T'as tout ce sujet, en fait, tu n'es pas censé posséder des pays ou des villes. Là, elle est basée à Dubaï. Donc ça, Oui, mais la ville de Dubaï peut dire c'est pas notre chocolat à nous. Tu vois, tu peux jouer là-dessus encore. C'est pas 100% garanti qu'elle puisse se faire. Parce que à mon avis, c'est pas le problème parce que tout le monde le fait. Tout le monde appelle ça Dubai Chocolate. Donc il y a plein de mecs du coup qui le vendent sur TikTok Shop évidemment. Il y a des gens qui sont des full scammers qui ont repris son nom et tout son compte Instagram et qui vendent ça sur un site Shopify mais qui n'ont rien à voir avec elle. Il y a 1 milliard d'influenceurs qui te donnent la recette du Dubai Chocolate, etc. Et même Lindt, j'ai pris un screenshot du site officiel Lindt, exclusive Lindt Dubai Chocolate quoi. Putain. Qu'ils ont fait. Donc c'est devenu un phénomène énorme. Ils ont fait un deal avec elle ou ils l'ont fait en mode rien à non. foutre? Parce que la recette n'est pas protégée. Elle vend uniquement à Dubaï et elle a pas la brand, tu vois. Et du coup, c'est devenu un peu un concept que tout le monde reprend, c'est devenu un peu une trend que tout le monde reprend et c'est un peu un free for all. Donc elle s'en tire pas mal puisqu'elle vend ses trucs à Dubaï et à mon avis sur les touristes, elle peut durer longtemps comme ça. Mais voilà, tout le monde part. Donc, mais elle a raté un coup dans le sens où je pense évidemment elle peut faire durer le truc très longtemps, mais elle a raté un truc peut-être dans le fait de peut-être qu'elle a fait une licence avec une licence, ouais, ça aurait été mieux. Donc le truc c'est il y a plein de gens qui font Dubai Chocolate qui n'ont rien à voir avec Dubaï. Pourquoi? Il y a un truc qui s'appelle l'acte de Genève de l'accord de Lisbonne, qui est un traité international qui dit qu'on ne peut pas créer un produit dont le nom est basé sur une région géographique sans être dans le pays. Donc tu ne peux pas vendre du champagne sans être dans la région de Champagne et compagnie pour plein de produits européens qu'on connaît à ce niveau-là. Mais les Émirats Arabes Unis ne sont pas signataires de ce traité. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas couverts en fait. Ce qui veut dire que le nom de Dubaï, tu peux faire un truc dans ta cuisine où tu veux et dire c'est le Dubai Chocolate. Et en fait, officiellement, c'est pas couvert par ce traité. Donc non seulement c'est pas protégé par Dubaï, c'est pas non plus protégé par elle. Donc il y a peut-être un contre-argument qui veut dire finalement, si elle peut continuer à vendre ses 500 bars par jour à tous les touristes qui vont tourner à Dubaï, elle a peut-être un business à 3,5 millions lifetime, tu vois. Il y aura toujours des gens qui viendront pour le Dubai Chocolate, le Dubai, que ça. Donc, potentiellement, elle a un truc. Et peut-être que finalement, si elle essayait de s'étendre dans tous les pays et de créer un truc et de scaler, en fait, tu vois, ça demanderait beaucoup de capital de scaler. Et la trend, elle ne durerait pas pour toujours. La trend, elle durera toujours pour les gens qui vont à Dubaï d'acheter le Dubai Chocolate. Parce que quand on dit c'est quoi les spécialités de Dubaï, je sais pas, les dates. Non, après, ce qu'elle pouvait faire, c'est qu'elle pouvait utiliser carrément sa tête, en fait. Faire en sorte que ce soit sa tête, que ce soit associé au produit. Et là, dans ce cas-là, elle peut s'expandre et elle peut défendre sa marque en tant que sa tête, quoi. Mais combien de temps, tu vois, est-ce que la trend reste aussi élevée? C'est la question que. C'est pour ça que je sais pas à quel point le truc. Ça dépend si le truc est vraiment bon ou pas aussi. Ouais, si long terme, il peut tenir. Mais si elle avait marque. Donc voilà, c'est le phénomène du Dubai Chocolate qui est parti de un TikTok. Et là, je pense que c'est un peu comme la boubou. En fait, mais Lindt, ils ont réagi rapidement, non? Parce que c'est sorti il y a combien de temps C'est sorti genre en mars 2024. Oh putain, ok, non, ça fait du temps. Ils ont été relativement rapides. Mais quand même, c'est rapide pour une Mais je pense qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une édition limitée. Tu vois, ils ont dû faire une batch un peu one shot. C'est pas un truc qu'ils ont scalé absolument, mais du coup, tout le monde en parle et les ça gens légitimise le truc, quoi. Ils mettent ça dans les magasins, tu sais, flagship Lindt, tu vois. Ou je sais pas, si tu vas trop dans un magasin flagship. Je pense que c'est cool d'aller dans un magasin flagship Lindt, mais t'as pas trop de raison d'y aller. Donc là, du coup, tu vas dans le flagship, tu achètes le truc, ça crée une destination, tu repars avec d'autres chocolats, c'est sold out rapidement. Je pense que pour eux, il y a un gros coup marketing à faire dessus. Mais ça te montre que le truc a atteint assez haut. Donc, est-ce qu'il y a des idées de business là-dessus? Je pense que la première, c'est le scalping. Elle explique sur son Instagram qu'il y a plein de revendeurs qui vendent 3 fois le prix ces produits. Pourquoi? Évidemment, tu es touriste à Dubaï, tu veux avoir le Dubai Chocolate, tu n'as pas eu le truc parce que ça sold out en quelques minutes. Quelqu'un qui te dit, bon, je vais te le revendre pour 3 fois le prix. Tu dis, bon, voilà, je suis à Dubaï, etc. $60, je vais le prendre pour faire mon Instagram, tu vois. Donc, je pense qu'il y a, pour les gens qui comprennent comment avoir chaque jour une livraison et qui ont trouvé la strat pour se faire livrer 5-10 bars par jour, mine de rien, il y a un business de flipping qui doit bien marcher. Ça, c'est le niveau 1. Mes idées deviennent de plus en plus chelous. Deuxième, incroyable quand même, compte TikTok de la meuf qui a 2,5 millions d'abonnés. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle goûte de la nourriture, mais sans parler. Elle est juste dans sa voiture, elle mange un truc sans parler, et c'est son contenu. Et ça, tu pourrais le faire dans n'importe quelle destination. Tu pourrais le faire en France. On avait parlé dans un des premiers épisodes du Trilliard qu'on avait filmé en présentiel de Estelle qui t'expliquait quels étaient les meilleurs croissants de Paris, etc. Ça, c'est next level parce qu'elle n'a même pas besoin de parler. Et à mon avis, tu vois, n'importe quel magasin à Dubaï,
tu la payes au moins $5 000 pour qu'elle fasse une vidéo, quoi. Si elle t'a construit le Dubai Chocolate, tu sais pas si le prochain elle va faire. Et en gros, pas mal de ces vidéos font 100 millions de vues. Ça, c'est clairement un outlier. Enfin, 100 000 vues, pardon. Ça, c'est clairement un outlier qui en a fait 80 millions. Tu parlais du maquillage et tu disais, ok, le maquillage, en gros, il y a 4 ingrédients qui sont utiles et après un ingrédient random. Le Dubai Quid Chocolate. du maquillage Dubai Chocolate? C'est peut-être une idée, c'est gratuit. C'est gratuit, merci beaucoup. On va y réfléchir. Et finalement, est-ce que, mec, on invente le Thailand Chocolate avec du mango sticky rice ou un truc comme ça à l'intérieur? Tu pourrais prendre effectivement chaque pays leur spécialité et trouver un moyen de. Et faire un... Tant que c'est sucré, ça peut le faire, quoi. Ouais, et faire un chocolat local. Parce que si les gens sont prêts à payer $20 pour la barre de chocolat, finalement, ça peut être un calcul. Voilà, j'avoue que c'est assez difficile de trouver les idées de business à ce niveau-là parce que c'est vraiment une trend qui semble impossible à prédire, un peu aléatoire. Je pense que si tu as une marque de bouffe, faire un produit crossover Dubai Chocolate, c'est une super idée parce que du coup, la marque est pas du tout protégée. En gros, tu fais juste un truc avec du chocolat et de la pistache et tu appelles ça Dubai Chocolate. Et donc, Ouais, et ça fait... Est-ce que c'est un truc sur Amazon ou pas? Je peux regarder Et ça fait... Ça fait de l'attention, tu vois. Même si tu vas pas en vendre 1 milliard de ton Dubai Chocolate, ça fait de l'attention. Et je pense que c'est une bonne idée. Il y en a sur Amazon. Le search volume, c'est 27 000 par mois, c'est quand même assez gros. Et ça se vend quand même avec plusieurs qui se vendent plus de 1000 par mois, assez mal notés. Donc c'est déjà un truc sur Amazon. Il y a peut-être un truc. C'est probablement déjà sur Amazon parce que ça fait quelques temps. Mais il y a des gros. Faire des crossovers, faire de l'attention, pouvoir les influenceurs qui parlent de toi. Toi, si tu es une marque, je sais pas, tu vends... Tu vends des protéines, tu vois, un peu pour femmes, etc. Tu fais ta protéine Dubai Chocolate. Ça, carrément, ça marcherait. Et ça marcherait sur les influenceurs. Enfin, à mon avis, plein de trucs que tu peux faire à ce niveau-là. Si tu es un peu dans la bouffe, quand tu es hors de la bouffe, si t'as pas déjà une marque de bouffe, je trouve ça plus difficile. Parce que tu dis, ok, est-ce que je vais vraiment lancer un truc autour de cette trend versus un peu surfer dessus et capitaliser dessus pour faire de l'attention. Et je pense que, ouais, si tu vends n'importe quoi et tu fais un modèle Dubai Chocolate, les influenceurs vont en parler, vont le tester, tu auras plein de traction sur TikTok. Ça se vend aussi beaucoup sur Etsy, Dubai Chocolate, pareil. Donc je pense que c'est pareil, si tu es une femme à la maison, bon, pas sexiste, si tu es une personne à la maison qui aime faire des pâtisseries, qui aime faire du chocolat, et tu peux te mettre sur Etsy, sur autre. Et même tu le fais en local et tu le vends sur Facebook, etc. Ouais, totalement, tu pourrais vendre, enfin tu ferais pas un business énorme, mais tu peux surfer là-dessus. Ouais. Si tu es en Thaïlande, tu fais du Dubai Chocolate infusé au cannabis. Tu vois ce que tu veux. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Voilà. Parlons maintenant de 2 conseils de productivité non conventionnels qui vont choquer toute ta famille. C'est ça. J'ai beaucoup d'attentes. T'as beaucoup d'attentes. Ouais. Tu veux commencer par le plus extrême ou le moins extrême? Ah bah le moins, comme ça on monte crescendo. On monte. Le moins extrême, c'est... maintenant, ce que j'ai commencé à faire, c'est quand je vais travailler, parce que nous, on est des adultes responsables, on est des parents. Bien sûr. On peut plus se permettre de travailler jusqu'à 2h du matin, tu vois. Alors pour moi, j'avais des souvenirs assez incroyables de la période, justement, entre 21h et 2h du matin. Ouais. Tu pouvais bourriner. C'est vrai. Et je surkiffais, toi. Tu pouvais travailler, tu étais efficace, tu étais productif, tu te sentais bien. Et maintenant, tu peux plus le faire parce que tu as des enfants, ou alors parce que tu t'es dit à un certain point, il faut devenir une personne responsable. Je pense les deux. Moi, je me dis d'un point de vue technique, en fait, tu pourrais encore le faire. Mais c'est juste. Tu travailles à 11h, midi, c'est dur, quoi. T'as l'impression d'avoir gâché ta journée. Il y a un truc où j'accepte. Ça, c'est purement psychologique. C'est ça que c'est psychologique, quoi. Tu switches Après, il y a le cycle circadien. Tu peux parler du cycle circadien, que c'est pas bon peut-être sur ta santé sur le long terme. Mais bref, du coup, j'aurais du mal par rapport à ça. Mais il n'empêche que mes périodes les plus productives, c'était comme ça, tu vois. Ouais. Je me dis, comment on crée ça? Et là, gros cerveau, tu fermes les rideaux. Et donc, mec, j'ai commencé à faire ça. Tu sais, je me suis à un beau bureau, tu sais, avec baie vitrée, tu sais, une belle vue sur la nature, tout le bordel. Maintenant, à 9h du matin, je ferme les rideaux et je travaille dans le noir. Et en fait, ça fait 1h de l'après-midi, tu vas dire? Non, à 9h du matin. Ok, à 9h du matin. Okay, je ferme les rideaux, je travaille dans le noir. En fait, tu vois que ton écran. C'est ça, je pense, qui rend le truc assez efficace. En fait, t'as plus aucun champ visuel autre que ton écran, tu vois. Et je suis de la grosse électro. Et c'est ça, et je suis locked in, quoi. J'ai l'impression que c'est genre 23h, tu vois. Donc, tentez. Vous voyez, ça fonctionne parce qu'on parle beaucoup de la lumière pour les yeux et autres, surcoté. Je pense que c'est bien de travailler dans le noir. Mais de toute manière, selon Uberman, à partir du moment où il y a une vitre, ça marche plus, quoi. Il faut aller vraiment dehors, et si tu as la vitre, de toute manière. C'est pas un bon argument, en tout cas. Faut être soit dans la nature, torse nu, à prendre le soleil. C'est ça. Soit être dans le noir avec les rideaux qui sont tirés. Okay. Mais ça rappelle un peu le truc d'Hormozy. Tu sais, où il y a des vidéos d'Hormozy, en fait, il a littéralement pris un placard et travaillé dans le placard. Donc ça, je pense que c'est pour enregistrer des vidéos parce que sinon il avait un problème d'écho. Ce que beaucoup de gens font. Non, lui, par contre, ce qu'il disait, c'est que même il travaillait là-dedans parce qu'en fait, il a rien visuellement, tu vois. Il était bloqué, toi. C'est littéralement à droite, à gauche. Et je pense que ça donne un effet aussi un peu cocon, tu vois, où t'es vraiment ton truc, t'es bloqué. Donc je pense que ça a du sens de ce point de vue-là. Parce que l'inverse de ça, c'est je sais pas si tu as vu le bureau de DHH. Non. David Haint. Tu peux checker. Hanson, créateur de Basecamp. C'est ça, on pourra mettre l'image dans le podcast, mais c'est un truc incroyable avec une baie vitrée des deux côtés, une vue sur l'océan.
Et je me dis, en fait, c'est trop dur de se construire là-dedans, toi. T'as une putain de vue. Ça va, l'océan, au bout d'un moment, t'es lassé, quoi. Mais je pense que ça a du sens. Oui, et le conseil un peu plus extrême, même GG pas trop non plus. Ah ouais, putain, moi, c'est le design du bureau. En fait, il a le bureau avec l'angle sur les fenêtres, le même bureau que Alex Baker avait dans ses vidéos minimalistes. Effectivement. Où il disait, j'ai tout vendu dans mon appartement, j'ai juste une table et un ordinateur. Mais Alex Baker, lui, il faisait face au mur, en fait. C'est face au mur. Il faisait dos à la fenêtre, lui, il fait face à la fenêtre. Et toi, d'ailleurs, tu fais face au mur aussi. En fait, je pense que c'est mieux de faire face au mur. Le problème, si tu fais face à la fenêtre, c'est que tu te prends le soleil dans la gueule. Ouais, non, tu peux avoir rideau sur le côté, tu peux trouver des moyens. Mais je pense que visuellement, c'est moins bien parce que ça te crée trop de stimuli autour. Et que plus tu peux réduire stimuli. Ouais, moi, j'aime pas être face à. En fait, j'ai l'impression d'être trop exposé face à la fenêtre, tu vois. Genre. Si quelqu'un veut tirer dessus autre. Bah, je suis un sniper. Donc, mon service de sécurité privée m'a recommandé de pas être face à la fenêtre. C'est pour ça que t'es au 3e étage. Ils devront tuer tes enfants et ta femme avant. Ok. Et l'autre conseil, c'est, je pense, qu'on a tous ce coup de mousse généralement après déjeuner. Ouais. Tu vois, de deep d'après-midi. Et au lieu d'un café, un truc qui fonctionne bien, c'est un demi-shot de whisky. Je sais pas, j'ai déjà parlé. Oh, putain, ouais, ok, on n'est pas déçus. On n'est pas déçus, mec. Je vous ai dit, les conseils de productivité de Paul, vous n'êtes pas déçus parce que les gens vous disent. Tu sais, tu regardes la dernière vidéo du mec, les 5 conseils de productivité, c'est genre lève-toi tôt et désactive tes notifications, tu vois. Avec Paul, on a vraiment pour notre argent. Vas-y, dis-moi. Le shot de whisky, demi-shot après le déjeuner. Demi-shot de whisky pour les hommes. En fait, ça fonctionne super bien. En fait, je pense que ça te donne un peu d'énergie. Ça détend, notamment si t'as des calls après. Ça te rend plus sociable un peu. Toi, t'as un peu l'effet d'alcool, mine de rien. Le gros problème que t'as par rapport à ça, c'est l'accoutumance, tu vois. C'est qu'en fait, si du coup. Est-ce qu'au début, super bien. Un demi-shot, tu vois, je peux continuer. Tu prends un demi-shot par jour, c'est pas la fin du monde, tu vois. Ça reste simple. Mais en fait, du coup, un demi-shot, il fonctionne plus trop, tu vois. T'as besoin d'un shot. Un shot et demi, 2 shots. Et à quel moment t'acceptes de devenir alcoolique pour être plus productif, toi. Quel moment le trade-off, il est. Tu deviens Don Draper. C'est ça. Je pense que le moment où tu commences à faire une deuxième sieste après ton shot, c'est qu'il y a un problème. C'est pas bon. Mais du coup, moi, je me suis restreint peut-être une fois toutes les 2 semaines, un demi-shot, quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet comme ça, un peu d'énergie. Mais tentez, vous voyez si ça vous convient. Je recommande pas de boire de l'alcool forcément, mais ça fonctionne. Est-ce que tu vas essayer de le mettre en place ou toi, t'as pas ce problème-là Je pense pas que je peux assumer le shot de whisky. Le demi-shot. C'est important. Je pense pas que je peux l'assumer. Tu sais quoi, j'allais dire, j'étais en train de réfléchir à si j'avais des conseils de productivité à donner. Mais moi, je peux rien ajouter à cette conversation, quoi. Rien ne rentre, je ne ferai que descendre le niveau du podcast. Donc, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Si vous connaissez des criminels ou des créateurs d'applications qui explosent, contactez-nous ou laissez-nous un commentaire pour qu'on puisse les avoir comme invités, s'ils parlent français. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, bye.